Les pistolets de l'émission F1 qui donnent le frisson comme un hymne autrichien lors d'un Grand Prix d'Autriche. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous le savez, on se retrouve chaque lundi et chaque mercredi, bien sûr maintenant, après chaque week-end de Grand Prix. Le lundi, rendez-vous sur Auto Plus, canal 232 de votre Freebox. Et puis le mercredi, à partir de midi, rendez-vous sur la meilleure des chaînes, la plus belle, First Team Sport. Petit tour de plateau avant d'entamer ce sommaire avec bien sûr notre duo Tic et Tac. Et on va commencer aujourd'hui par Brice Germain, président d'honneur des Finlandais volants d'Annecy. Salut Brice, comment ça va? C'est de plus en plus n'importe quoi ces présentations, mais ça va. Mais non, ça... de qualité, tu veux dire. Ça va. J'espère que tu as passé une bonne nuit, toi. Tu as dormi un pas petit peu. Beaucoup. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme chaque lundi matin. On a aussi également le président de l'association, bien sûr, des fans de Pérez, à plutôt, Monsieur Hamza Ramani. Salut Hamza, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Écoute, ouais. On a passé un bon week-end. Tu sais que j'ai passé un bon moment cette semaine avec toi aussi. Pourquoi? On est parti à Manicourt ensemble. C'est vrai. Il avait oublié. C'est vrai. Notre couple vacille. Focus sur le futur. Et puis bien évidemment, Alex, président du fan club de George. Si cette présentation était comme ça, c'est bien sûr pour finir comme ça. Salut Alex, comment vas-tu? Depuis Manicourt, tu étais là. Oui, Manicourt, ça va. Très content que George Russell était pas loin des points, mais Fernando Alonso a décidé, le criminel bien sûr, qui n'a pas donné de points à George Russell. Mais bon, voilà, très content en tout cas d'être là pour parler de tout ça. Eh ben écoute, on est content aussi bien sûr de te retrouver après. Il faut le dire, une semaine un petit peu mouvementée, bien évidemment. On rejette tout de suite un petit coup d'œil au sommaire de cette nouvelle émission. Je peux vous dire qu'elle est gratinée, celle-ci. On va bien sûr s'occuper du débrief. On va disséquer ce Grand Prix d'Autriche 2021. Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il vous a passionné, ce Grand Prix, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. L'interview du jour, et alors là, franchement, on n'est pas peu fiers. Jacques Villeneuve qu'on a rencontré, bien sûr, cette semaine du côté de Manicourt, où avait lieu la finale Feed Racing 2021. Jacques Villeneuve qui va nous parler justement des filières de promotion, qui va nous parler de l'aventure Feed Racing et qui va nous donner aussi également son avis sur l'évolution des manières d'accéder bien sûr aux formules monoplace. Ça sera une première partie, Jacques Villeneuve, ça sera un petit peu notre feuilleton de l'été. Voilà, donc une première partie aujourd'hui avec Jacques Villeneuve, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra avec beaucoup de propos pimentés. Le débat, et on va enfin débattre de McLaren. Ça fait 2 ans et demi qu'on cherchait un sujet pour évoquer bien sûr McLaren, pour évoquer son renouveau. Et on va se poser cette question, est-ce que McLaren est de nouveau un top team? Et puisqu'on parle de McLaren aujourd'hui, ce sera l'objet également d'un quiz spécial McLaren en toute fin d'émission. Mais avant cela, bien évidemment, c'est l'heure de débriefer le Grand Prix d'Autriche 2021. Le Grand Prix d'Autriche 2021, qui a vu le Grand Chelem, le premier Grand Chelem en tout cas en carrière d'un Néerlandais, Max Verstappen, qui l'a emporté devant bien sûr Valtteri Bottas à la 2e place, 2e podium consécutif pour le Finlandais. Lando Norris, 2e podium consécutif en Autriche, bien sûr, après le Grand Prix de l'année dernière qui finit 3e. Lewis Hamilton est hors du podium, 4e. Il y a eu des problèmes, on va y revenir. Carlos Sainz également qui pointe le bout de sa Ferrari dans ce top 10. Et puis on évoquera aussi également le point pour Alpine de Fernando Alonso qui a bien évidemment sauvé les meubles. Pierre Gasly, premier français, est P9. Ce qui nous emmène tout naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix d'Autriche 2021. Lewis se résigne, c'est la question. L'affirmation, c'est Hamilton a re-signé pour les 2 saisons à venir. On va l'évoquer. Bottas assure. Est-ce que Pérez exagère? Et puis, on aura un 3e enseignement autour, bien sûr, des gommes et des choix stratégiques effectués notamment par les écuries ce week-end. Trop tendre pour durer, c'est ce qu'on pourrait dire, en tout cas, à Alpha Tauri et Aston Martin. Et puis, les nerfs à vif avec cette nervosité tout au long du week-end et notamment en piste. Oui, il y a eu du grabuge hier lors de la course et on va peut-être trouver, en tout cas, des éléments d'explication. Partons tout de suite sur Lewis Hamilton. Presque l'homme du week-end, entre guillemets, si on devait retirer la performance, les magnifiques performances de Max Verstappen. Lewis Hamilton qui, on l'a dit, restera en Formule 1 pour les 2 saisons à venir, 2022-2023. Il pourra fêter donc ses 10 ans chez Mercedes lors de sa dernière année de contrat. Est-ce que ce sera d'ailleurs le dernier contrat de Lewis Hamilton chez Mercedes? Ça sera une des questions que j'ai envie de vous poser. Pourquoi reste-t-il? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce la chasse au record qu'il nie depuis des années? Vraisemblablement, on pourrait penser que oui, au vu notamment de ses dernières déclarations concernant la révolution technologique, concernant aussi également les nouveaux pneumatiques. Est-ce aussi un aveu de faiblesse concernant
2021. Et puis, on évoquera aussi la très mauvaise opération du côté de Spielberg pour Lewis Hamilton, qui était assez résigné après les qualifs, qui disait ne pas pouvoir jouer la gagne. Coincé derrière Norris au départ, le vibreur du virage 10 qui va lui causer des dégâts sur son fond plat et lui faire perdre à partir du 30e tour 7 dixièmes de seconde par tour. Il finit P4 et se retrouve à 32 points de retard sur Verstappen. Mais le premier point, les amis, on ne peut pas commencer cette émission sans vous demander votre avis sur la signature, la resignature, la prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes. Il y a un aveu de non-domination dans cette resignature très tôt. Il y a un aveu d'une volonté de refaire surface au milieu d'une concurrence qu'il n'y avait pas avant et où il re-signait un petit peu à ses conditions dans la manière, dans le salaire et dans les volontés qu'il souhaitait. Là, c'est plus le cas. Mercedes peut plus imposer ses choix parce que justement, il n'est plus dans l'archi-domination cette année et je pense que c'est une bonne chose pour la F1 d'avoir Lewis Hamilton 2 ans de plus au sein d'une bataille qui s'annonce avec d'autres teams et une nouvelle réglementation dans laquelle il pourra encore démontrer son talent une troisième ère de suite. J'ai envie de croire que c'est une ambition sportive quand même de Lewis Hamilton parce que effectivement il a dominé, il a surdominé, il a écrasé durant l'ère hybride. Il a remporté son premier titre avant l'ère hybride. Là, c'est une nouvelle ère. J'ai envie de croire qu'il y a cette motivation, ce challenge d'aller aussi dominer une nouvelle ère pour la Formule 1. Maintenant, à voir s'il y parvient. Quoi qu'on en dise aussi, c'est la grande gagnante de cette histoire, c'est Mercedes, parce qu'elle va garder l'un des meilleurs éléments de l'histoire de la Formule 1, de tous les temps même, et conserve l'un de ses piliers centraux dans son histoire de son succès, parce que, encore une fois, cette stabilité, en regardant Lewis Hamilton, est ultra précieuse. On sait que Mercedes a beaucoup changé et mu un petit peu de l'intérieur, avec notamment le chef, je veux dire, du moteur hybride en Formule 1, Mercedes, avec Andy Cowell. Tu as aussi l'arrivée d'un nouvel investisseur avec Ineos qui est là. Tu as un important aussi travail de restructuration du côté de chez Mercedes qui fait qu'on a besoin de cette stabilité, surtout au moment où on va entrer dans une nouvelle ère en Formule 1 avec la nouvelle ère en 2022, cette nouvelle ère aéro. Et de facto aussi, tu as cet aspect où Lewis Hamilton se dit, via la F1 garde quand même Lewis Hamilton, c'est quand même un point très important, très important ça aussi. Le vendeur, ouais. Et puis, tu as aussi cet aspect où Lewis Hamilton fait un gage de confiance dans cette nouvelle réglementation en disant, ça m'intéresse, je veux y aller, et moi je vais aller me battre là-dedans. Alors pas tout à fait, hein. C'était pas tout à fait les propos qu'il a eu dans Marca, où il a expliqué que les voitures seraient plus lourdes, les voitures seraient plus lentes. Oui, mais il accepte d'y aller. Oui, mais il accepte en fait, d'y aller justement, la parce question, que, c'est pourquoi ouais. il accepte d'y aller, en fait. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Parce qu'il a défoncé le concept aéro de l'année prochaine, il a défoncé le concept pneumatique de l'année prochaine. Pourquoi reste-t-il ? Il y a une déclaration où il avoue un petit peu tout ce qu'il dément depuis des années. Moi, qui m'a fait tiquer, c'est lorsque j'ai atteint les 100 pôles, ça m'a fait demander quelle était la prochaine étape. Quand il te dit ça, et qu'il a 98 victoires, et qu'il sent que sa monoplace est de moins en moins, en tout cas cette année, capable d'aller chercher ces 100 victoires et cet établissement de record, ce 8e titre ou ça ou quoi, moi je pense que ça facilite la négociation pour un Toto Wolff de dire écoute, l'année prochaine on est sûr d'avoir une voiture dominante ou un truc comme ça. Oui. Et du coup, genre, on te donne 2 chances de plus, tu fais ton dernier contrat et tu t'en vas. Et pour le coup, ça arrange Mercedes de le savoir à l'avance, ça arrange Hamilton de se dire que j'ai un baquet 3 ans pour tenter d'établir ce record-là. Moi sincèrement, cette déclaration-là, elle vient balayer toutes les autres où il fait genre ah bon, j'étais à 97 pôles hier, je savais pas, machin et tout. Ouais, c'est bon. Je ne cherche pas la chasse au record. Je ne cherche pas la chasse au record, mais une 98e, ce serait bien. Avec le chiffre bien en tête. Donc non, il y a clairement une volonté d'imprimer sa marque dans ce sport. Et c'est vrai qu'il y aurait peut-être un petit goût inachevé avec le fait d'être l'égal de Schumacher au niveau des titres et pas le grand maître à ce niveau-là. Aveu de faiblesse aussi, la peur peut-être de ne pas être champion cette année et de terminer comme ça sur un échec quelque part. Ça peut être une hypothèse, une théorie. Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il prend du plaisir. Alors forcément, il préférait être devant, mais je pense qu'il prend plus de plaisir à se battre avec Max Verstappen aujourd'hui, à se battre sur une partie de saison avec Sébastien Vettel. Il se bat pas, hein. Plutôt. Il se bat contre sa voiture. Si tu veux. Mais aujourd'hui, il y a une lutte. À l'époque où il dominait parce que Rosberg a quitté la F1 et qui se retrouvait avec Valtteri Bottas, il n'y avait pas vraiment de lutte. Je pense qu'aujourd'hui, il prend aussi du plaisir et c'est un challenge personnel d'aller chercher, de se dire ok, j'ai pas la meilleure voiture, cette année ce sera peut-être pas le cas, mais l'année prochaine, il y aura d'autres nouveaux pilotes peut-être, et j'aurai envie d'aller chercher avec plus de concurrence ce titre et ces records.
On l'a dit, Hamilton re-signe. Mais on a eu la sensation aussi également de voir un Lewis Hamilton un petit peu résigné. Regardez ses propos de Toto Wolff à l'arrivée, bien sûr, de ce Grand Prix d'Autriche. C'était son Grand Prix national et à domicile aussi pour Toto Wolff. Juste, j'ai fait quelques petites recherches et je voulais vous en parler. Vous savez que le vrai prénom de Toto, c'est Torger. Et j'ai regardé sur le site significationprénom.com qui dit ceci. La signification du prénom Torger, c'est homme qui en impose par son autorité naturelle, son allure sobre et réservée, ainsi que par l'énergie qui émane de lui. C'est quand même assez incroyable. Ça lui va comme un gant à notre ami Toto Wolff. C'était pour la. Il y a rarement des prénoms qui disent grosse merde qui n'a pas vraiment de charisme. Si tu regardes Emmanuel, méfie-toi, il y a un peu de tout ça. Mais bon, bref, on en reparlera dans une autre émission. Regardez ce que dit Toto Wolff. Je pense que le résultat semble moins pire, je pense qu'il ne l'est réellement parce que nous étions coincés derrière McLaren. En termes de rythme, nous n'avions peut-être pas assez pour gagner, mais il y avait clairement un pas en avant. Aujourd'hui, nous avons vraiment limité les dégâts et demain, nous irons à Silverstone pour exploser tout le monde et terminer 1 et 2 avec une trentaine de secondes d'avance. C'est comme au théâtre, on vous a mis le petit truc rire, faut pas le prendre au premier degré, bien évidemment. Hamilton, est-ce qu'on ne voulait pas trouver un petit peu résigné quand même autour de ce week-end? Est-ce que vous êtes finalement rassuré par son rythme en course? Je trouve qu'il trouve des excuses à certaines choses. La monoplace abîmée, pour moi, c'est son fait. Oui. Parce qu'aller crier au scandale sur les boudins jaunes, alors que justement ils sont faits pour ne pas dépasser les limites de piste, et que s'il a gagné à Bahreïn, c'est justement parce qu'il a pu aller au large, et que là il ne pouvait pas aller au large. Pour moi, je suis désolé, mais 7 dixièmes de perte, c'est bien fait. Aujourd'hui, il a une voiture qui a besoin d'un arrière parfait si elle veut fonctionner. S'il va lui-même l'endommager sur des boudins, ok, il est à l'attaque, je suis bien d'accord, ok, il fait tout ce qu'il peut et c'est ça qu'on veut voir de Lewis Hamilton, c'est le voir à 100%. Mais au bout d'un moment, tu peux être à 100% et pas mettre ton arrière sur les boudins jaunes. Donc, je trouve sincèrement qu'il se trouve quand même pas mal d'excuses. Un homme n'est pas d'accord sur ce plateau. Non, mais on disait la semaine dernière, la perfection n'existe pas. Tu peux pas reprocher à Lewis Hamilton d'être allé une fois sur un boudin. Ouais, est-ce que c'est une fois? Après, peut-être plus, mais les boudins existent depuis longtemps. Donc effectivement, venir se plaindre des boudins et de dire... je trouve que ça n'a pas trop de sens. Non, mais... Après, encore une fois, ça c'est un autre débat, mais tu mets des graviers, il n'y a pas de boudin et c'est fini. Tu sors et basta. Les pistonnets, l'émission contre les boudins, hein, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et dans chacun des contextes. On se rappelle qu'ils ont eu des problèmes déjà l'année dernière, Mercedes, bien sûr, avec Toto Wolff, avec les boudins. Non mais c'est vrai, mais il y a plus généralement sur Mercedes, c'est la W12 qui m'inquiète encore plus parce qu'elle se détériore elle-même, alors que d'autres ont fait les mêmes passages en fait sur ce même virage, et finalement elle se détériore elle-même de manière parfois un peu inexplicable. Parce que finalement, quand on écoute ce que peut dire Mercedes, c'est qu'elle s'est détériorée aussi sur d'autres virages, sur d'autres freinages, sur d'autres accélérations. Donc elle se consume elle-même, ce qui apporte des difficultés à comprendre pourquoi elle fait ça. Et j'ai envie de dire vivement Silverstone, parce qu'il rigole bien sûr en disant ça à Toto Wolff, mais bon, il y a quand même des nouvelles pièces qui vont arriver, bien que ce ne soit pas une révolution, il y a quand même des nouvelles pièces qui vont arriver, qui vont peut-être lancer une nouvelle dynamique, et qui plus est aussi, avec une nouvelle gamme pneumatique qui pourrait peut-être aider Mercedes. Et puis il y a zéro évolution de Mercedes depuis plusieurs grands prix. Le châssis. Ils ont arrêté soi-disant le développement de la voiture, mais apparemment il y a des nouvelles pièces à Silverstone et à Zandvoort. C'est déjà prévu en amont. C'était déjà prévu en amont. Il n'y aura pas de nouvelles, parce qu'ils sont en retard aujourd'hui sur Red Bull, il n'y aura pas de nouvelles pièces, il n'y aura pas de nouvelles évolutions. Ils sont Il n'y a pas de travail arrêté pour le moment concentrés sur 2022, mais ce qui était prévu en amont, ça va arriver dans les prochains des Silverstone. J'ai l'impression qu'il y a un réel problème de pari chez Mercedes depuis qu'ils ont fait ce choix de charger la voiture en appui à l'arrière pour compenser ce manque de stabilité. Ils se sont dit, on va tout faire pour donner à Lewis et Valtteri une voiture stable. Elle en devient non performante. Elle en devient moins rapide qu'une McLaren qui a le même bloc moteur. Elle intègre moins bien son propre moteur que McLaren à cause de cet arrière qui est mal fait, mal dessiné. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas un pari à faire inverse chez Mercedes, de donner une voiture totalement instable à Lewis Hamilton en se disant, tu sais quoi mon coco, t'es septuple champion du monde, tu as le talent, tu as ce pilotage, tu as cette grinta-là, sers-toi de cette voiture qui n'est pas forcément très stable, mais va par contre l'amener au bout du bout. Et là, on verra une Mercedes avec de l'entrain, avec justement du punch, avec tout ça, qui fait que là, elle est un peu trop sur des rails, et du coup, ça la met peut-être même troisième force sur ce week-end. Après, on sait qu'en Autriche, les lignes droites sont très importantes, et on sait qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté sur les lignes droites, parce que Red Bull, aujourd'hui, est davantage, a plus de facilité que Mercedes. Silverstone, historiquement, c'est un circuit où Mercedes a peut-être un peu plus de facilité. On verra peut-être que l'écart sera déjà réduit,
Et peut-être qu'ils iront chercher la gagne et la pole à Silverstone et qu'on parlera, tout ce qu'on dit sera caduc. Max Verstappen a réalisé le week-end parfait. Je propose qu'on n'en touche pas un mot parce que quand tout est parfait, il n'y a pas grand-chose bien sûr à dire. Mais intéressons-nous au second couteau et ce sera d'ailleurs le thème de ce deuxième enseignement. Le comparatif Valtteri Bottas-Sergio Perez, on a commencé à le faire dès la deuxième émission de cette saison 2021 et on continue aujourd'hui dans les enseignements avec d'un côté Bottas et ce changement de châssis qui lui sourit. Il est quand même mieux, c'est une constatation depuis le Castellet. Il a réalisé son deuxième podium consécutif. Alors certes, il y a eu cet imbroglio autour du dépassement d'Hamilton, puisqu'au début, on lui a demandé bien sûr de protéger la deuxième place de Lewis Hamilton. Et puis ensuite, on l'a autorisé bien sûr à dépasser son coéquipier. Et puis surtout, la pression de George Russell sur son baquet, parce que maintenant que Lewis Hamilton a re-signé, l'énorme question, c'est qui dans la numéro 2 ? Si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, je vous conseille bien sûr d'aller cliquer le plus vite possible après celle-ci. Et puis bien sûr, du côté de Checo Pérez, est-ce qu'il n'en a pas fait un peu trop ce week-end, Checo Pérez ? Il y a ce podium quand même de perdu pour Red Bull parce que le rythme en course et tout au long du week-end, il était là. Norris qui a quand même ruiné sa course, c'est quand même une excuse à mettre à son crédit dès le troisième tour en lui fermant la porte. La bagarre avec Leclerc où il a quand même été pénalisé 2 fois de 5 secondes. Et à l'arrivée, seulement P6, notre ami Sergio Pérez. Est-ce qu'on peut puisqu'on a beaucoup critiqué Valtteri Bottas dans cette émission, qu'on n'hésite pas à lui mettre des pénaltys à chaque fois qu'il en réalise des week-ends un petit peu strange. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui le remettre un petit peu à sa place parce que depuis quelques courses, il est satisfaisant? Bon, alors, je vais partir dessus parce que je suis le premier à lui tirer dessus. Le swap, ouais, bizarrement. Le swap de châssis l'a mis dans une confiance. Ça l'a handicapé peut-être pendant 2 séances d'essai. Et derrière, visiblement, ce châssis-là, la manière dont il s'inscrit dans les virages, la manière dont il ressort des virages. Le châssis qui était victorieux en début de saison avec Lewis Hamilton. C'est vrai. Faut bien s'en souvenir. L'a mis en confiance. Et je pense sincèrement que dans sa tête, un châssis piloté et qui convient à Lewis Hamilton, mine de rien, dans Valtteri Bottas, ça fait genre ça doit être un bon châssis, donc il doit avoir plus de confiance. Et ça correspond plus à son pilotage à lui, à ses réglages. Donc forcément, il a plus de facilité à aller scorer. Il faut bien se dire qu'avant ça, il sort de Bakou où il a 0 rythme, il sort de Monaco où il a du rythme, mais il a ce problème d'écrou. Donc il sort d'un moment où il a 0 confiance, mais 0, et c'est logique. Ce swap de châssis-là arrive au très bon moment pour lui. Maintenant, j'aimerais savoir ce que ce châssis a de particulier pour que Lewis Hamilton aujourd'hui n'ait pas un châssis équivalent. Parce que visiblement, la Mercedes de Bottas a l'air plus simple à piloter que celle d'Hamilton, où lui a énormément de mal en sortie de virage. Bottas, c'est quand même plus simple pour lui. Donc, je dis oui au regain de Valtteri Bottas. Je trouve qu'il réagit très bien. Après, il a un retard accumulé qui est quand même conséquent. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi Bottas réagit comme ça, pourquoi ce châssis est si bon et pourquoi Mercedes n'arrive pas en aligner 2 des voitures comme ça. Vous ne pouvez pas juste dire c'est bien, c'est bien. Il fallait quand même lui mettre un petit tir. Non, c'est pas un tir, c'est juste et c'est recontextualiser les choses. Non, mais après, il est effectivement sur une excellente série, enfin sur une bonne série, très bonne série. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il termine quand même à. Enfin, ce qui est inquiétant pour Mercedes, pour Bottas, il termine à quasiment 20 secondes de Max Verstappen. Verstappen qui s'est arrêté une deuxième fois. C'est vrai. Sur ce Grand Prix, moi, c'est plutôt Mercedes. Après, sur Bottas, encore une fois, il fait le travail, il fait le job. Oui, là, il a eu des difficultés parce qu'il y a eu, comme tu le disais, ce manque de confiance. Mais mine de rien, le travail, il fait ce qu'on lui demande. Il m'impressionne au Castellet. Au Castellet, il revenait sur Hamilton. Et vraiment, on sentait vraiment cette. On croyait que c'était plutôt Lewis qui était dans le volant, dans le châssis de la 77, parce que vraiment, elle s'inscrivait de manière beaucoup plus incisive que par le passé avec Valtteri Bottas. Donc, je pense vraiment que ce swap de châssis est primordial pour comprendre le regain de performance de Valtteri Bottas. Est-ce qu'on peut pas se permettre de mettre un petit tir quand même à notre ami Sergio Pérez? Un petit peu, parce que c'est vrai que son comportement a été quand même assez dangereux, même si je suis pas totalement d'accord sur toutes les pénalités qu'il y a pu avoir, où je trouve parfois ça vire un petit peu ridicule, mais sur les tensions, enfin, sur celle de Norris par exemple, tu penses que celle de Norris était pas justifiée? On t'en parle après, mais ouais, effectivement, je trouve que ça n'aurait peut-être pas mérité une pénalité parce que encore une fois, quand la FIA nous sort l'année dernière les Race, là tout d'un coup, Pérez, c'est lui qui va là-bas et qui va au contact. Sur Pérez, oui, c'est pour le coup sur les 2 actions sur Leclerc, les deux fois 5 secondes de pénalité peuvent être un petit peu dures, mais le comportement de Sergio Pérez peut être un petit peu dangereux. Mon avis, sincèrement, c'est que, en fait, quand il y a eu le contact avec Lando Norris, enfin pas le contact, mais quand il se fait mettre dehors par Lando Norris, selon lui,
derrière il se dit si c'est comme ça, ok, on va la jouer comme ça et on va y aller. Et c'est ce qui s'est passé. Une réaction de gamin un peu. Oui, une réaction un peu de gamin d'une certaine manière. Et un petit carton pour le coup pour Perez, parce que quand on est en bataille et dans une lutte, on doit récupérer des points importants dans la lutte au constructeur, parce que quand on dit c'est quand même Mercedes, même s'ils sont loin derrière, il y a Valtteri Bottas qui performait hier, t'as Lewis Hamilton qui prend quand même la 4e place. On doit prendre quand même des points, même si on a une petite erreur au début de course. Et là en fait il a continué un peu trop à attaquer et il a fait perdre quand même des points à Red Bull. Sa course, elle est saccagée à partir du moment où, au 3e virage, il se retrouve dans le bac à gravier. Enfin, je vois bien. Tout est de la faute de Lando Norris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, moi, je peux comprendre la frustration du pilote, effectivement, Bien mais sûr, oui. à partir du moment où il se retrouve dans le bac à gravier et qu'il repart dans 10, 11e, je pense, après cette erreur où chacun tirera son analyse. Mais effectivement, la course, elle est compliquée et plus difficile derrière à analyser. Même pour lui, il se retrouve dans un peloton de pilotes assez rapide, mais peut-être trop rapide pour les passer, mais pas assez rapide pour être dans le rythme du top 3, du top 4. Je trouve qu'il fait, il fait le travail, même si effectivement il y a c'est peut-être ces erreurs de nervosité. Je suis pas un fanboy du tout de Sergio Pérez, et pourtant... Contrairement à... L'extrait peut-être mais pour le coup, ce virage-là en Autriche, et le virage d'après, faut bien comprendre que l'extérieur est risqué, le pilote qui le fait le sait, le virage est en dévers, et une voiture qui est à l'intérieur dans ce type de virage va forcément se délester vers l'extérieur. C'est physique, c'est un principe physique, et pour le coup, s'il y a bien 2 virages dans la saison, ou même en Autriche, où c'est quand même compliqué de ne pas aller mettre le mec dehors qui tente à l'extérieur, c'est bien là, quoi. C'est-à-dire que la configuration du circuit, pour moi, elle excuse en partie ces mouvements-là, parce que rester à l'intérieur sur ces virages-là, c'est quasiment impossible en fait physiquement, avec les pneus qu'ils ont, avec les freins qu'ils ont à ce moment-là, avec la manière dont la voiture va s'inscrire. Sincèrement, des manœuvres ici et des mecs qui mettent dehors d'autres pilotes, on en a vu des dizaines depuis le retour du Grand Prix d'Autriche. Et je trouve ça un peu dur de pénaliser à chaque fois, en sachant que mine de rien, c'est un petit peu la configuration du virage qui fait ça, que dans tous les cas, les mecs vont attaquer à l'extérieur et pas à l'intérieur, alors que d'habitude on attaque à l'intérieur sur un virage, et que de fait, on peut pas vraiment faire autrement. Enfin, je vois pas comment la jurisprudence Albon quoi, de l'année dernière. C'est ça qui est étonnant. Mais il est pénalisé. Lewis Hamilton. Oui, Lewis Hamilton est pénalisé. Oui. Et il y a contact. Et surtout, ça ruine une chance de podium pour Albon. C'est ça que je voulais dire dans la jurisprudence. Oui. Est-ce que tu juges l'acte ou est-ce que tu juges la conséquence ? Là, la conséquence, vraisemblablement, c'est la conséquence. Là, la conséquence, elle est plutôt élevée. Sur Leclerc, la conséquence, elle est minime, parce que finalement, il perd une seconde et demie, il revient. Et mine de rien, c'est la même pénalité. Donc je pense que c'est l'acte qui est jugé, mais effectivement, sur l'acte, aussi, je trouve cette pénalité assez sévère. L'acte en lui-même, il faut l'étudier presque image par image pour comprendre une chose, c'est qu'au moment où Sergio Pérez et même Lando Norris avant, enfin, en fait, toutes les actions qui se passent de cette manière-là, au moment où il va prendre sa corde, il est dans les clous. Au moment où il réaccélère, il est dans les clous, et qu'à ce moment-là, il n'y a aucune des deux voitures qui est à hauteur. Et qu'au moment où ça accélère, effectivement, tu as plus de grip dans la descente sur cette espèce de chemin plus long, la voiture a plus de motricité, et là, regarde, il n'est pas à hauteur, Charles, il n'est pas à hauteur. Donc, en fait, tu peux analyser ce prisme en te disant, oui, peut-être effectivement que Charles a forcé sur l'extérieur de la piste, et qu'il n'y avait plus de place. Et comme c'est à l'extérieur, on se dit toujours « ouais, mais il l'a tassé dehors », alors qu'en fait, c'est parce que le dépassement est à l'extérieur que la configuration du dépassement se fait comme ça. Donc, je comprends la pénalité. Oui, il le met dehors. Pour autant, est-ce qu'on peut faire autrement ici ? Je suis pas sûr. C'est peut-être les pilotes qui vont adapter bien sûr leur tentative l'année prochaine. Est-ce qu'on verra des pilotes essayer, tenter en tout cas à l'extérieur à cet endroit-là ? On sera là, bien sûr, pour en discuter avec vous sur ce plateau. Troisième enseignement, parlons un petit peu des stratégies. Parce qu'il y a des choses qui nous ont un petit peu étonnés, et on s'est surtout rendu compte, et c'est l'un des enseignements de cette course, que ceux qui se sont concentrés sur le mode course ont été absolument récompensés. Les regrets déjà d'Alpha Tauri et Aston Martin, qui étaient, on le rappelle, en Autriche, il y avait des spécifications pneus, je vais y arriver, plus tendres que le week-end dernier pour la Styrie. Eux ont fait le choix, aussi bien sûr Alpha Tauri qu'Aston Martin, de partir en tendre
en Q2 le samedi. La pire stratégie en vue de la course, et ça se voit bien sûr au résultat, puisque à la fin de leur premier relais, lors de leur premier pit, ces écuries se sont retrouvées dans le trafic et n'ont jamais pu remonter. Le résultat pour AlphaTauri, 2 points, les 2 points de Pierre Gasly, puis le résultat pour Aston Martin, 0 pointé bien sûr, mais on le verra tout à l'heure pour d'autres raisons aussi également. Et puis à l'inverse, s'il y a eu un mauvais coup pour AlphaTauri et Aston Martin, il y a eu un excellent coup réalisé par Ferrari et par Carlos Sainz, lui qui ne voulait justement pas passer ses softs en Q2, qui a eu un premier relais difficile, en dur, difficile en termes de rythme bien sûr, mais il a plutôt performé le pilote espagnol, un second relais par contre de folie en médium, et une Ferrari lente le samedi et rapide le dimanche, ce qui laisse Carlos Sainz plutôt songeur. Regardez avec cette déclaration, Carlos Sainz qui déclarait « Avant, on était en lutte pour la pole position, mais maintenant, c'est comme si nous étions lents en qualification et rapides en course. Souvenez-vous, au Paul Ricard, nous étions rapides en qualif et lents en course. » Carlos Sainz qui manque beaucoup, bien sûr, à son copain Lando Norris. On l'a appris ce week-end. Les amis, changement de stratégie chez Ferrari en se concentrant vraisemblablement davantage sur le dimanche que le samedi. Il y en a d'autres qui devraient faire pareil, peut-être. En fait, il y a cet aspect où tu as l'analyse facile en se disant ne faites pas de Q3 et vous réussirez en course, tout simplement. Et ça amène quand même certaines inquiétudes parce que les stratégies, en fait, finalement, cette année en tout cas, elles sont assez limitées. Tu fais juste ça et après, tu pourras performer. Pour Ferrari, il y a aussi cet aspect où tu as aussi cette incompréhension parce que tu as cité cette irrégularité en termes de performance. Les pneumatiques, ils chauffent très rapidement et c'est bien en qualification, mais en course derrière tu peux pas faire grand chose et quand tu as aussi cette spécification au niveau des hard où tu vois Max Verstappen qui te sort un tour de folie en hard, pas en médium ni en soft, mais en hard, tu commences à te poser des questions en disant mais au bout d'un moment quand est-ce que ça va. Moi je trouve ça un peu rigolo, même c'est presque une blague parce que voire ridicule quoi. Ridicule quand même. À quel point, pourquoi en fait les médiums et les softs ne vont pas tenir autant sur un circuit comme le Red Bull Ring et les hards sont censés être les pneus les plus lents et finalement sont été les plus rapides. Donc il y a en fait un jeu aléatoire au niveau des pneumatiques. Heureusement que c'est la dernière fois qu'on aura ces caractéristiques au niveau des pneumatiques parce que à Silverstone on aura des nouvelles caractéristiques au niveau des pneumatiques. Je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est le flanc arrière qui sera plus rigide, donc on aura une nouvelle structure à Silverstone, avec en plus les courses sprint. Donc c'est vrai. Bonne chance pour toutes les écuries pour s'adapter à ces pneumatiques-là. Mais j'espère en tout cas que ces pneumatiques-là auront cet aspect un peu plus linéaire, plus compréhensif par rapport à ces pneumatiques où c'est un peu une vaste blague. Il y avait 119 millièmes d'écart entre la pole de Styrie et la pole de l'Autriche. 119 millièmes à l'avantage de l'Autriche avec des pneus plus tendres. Ouais. C'est pas énorme. Non. Sur une spécification de tendre, c'est pas énorme, 119 millièmes. En essai, ils n'ont fait qu'essayer ces pneus tendres pour voir ce qu'ils valaient. Donc, ils étaient au courant que la performance était pas bien plus folle que sur les C4, et ils étaient au courant qu'ils tenaient pas très longtemps. Je comprends pas pourquoi on a voulu tenter ça, alors qu'on est parfaitement au courant que cette saison, les écarts sont très resserrés et qu'il n'y a pas de place à l'économie de pneus si ta voiture n'est pas dominante. Aujourd'hui, il y a 2 écuries qui peuvent se permettre de faire de l'économie de pneus, et encore, même plus qu'une maintenant, c'est Red Bull. Mais sinon, tous sont à l'attaque tout le temps. La seule manière, et Hamza l'avait dit, je ne sais plus à quelle course, je crois que c'était à Monaco ou peut-être avant ou à Barcelone. L'excellent Hamza Ramani, tu veux dire. Le maître à tous, je vais m'incliner parce que sinon il va mettre une tarte. Mais la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de rouler en dur et à l'attaque avec les durs. On ne peut être qu'à l'attaque. Quand tu vois Fernando Alonso qui, à la fin de son relais, est en drift sur l'arrière de sa voiture pour aller chercher George Russell, ça montre que cette saison est une saison d'attaque. Il n'y a plus de place pour l'économie de pneus. Tant mieux. Il n'y a plus de place pour Fernando Alonso. Bien sûr. Mais s'il n'y a plus de place pour l'économie de pneus, ça veut dire qu'il n'y a plus réellement de place pour les tendre en course. Et aujourd'hui, on voit que depuis le début de saison, toutes les stratégies qui fonctionnent sont les stratégies médium-dur ou dur-médium. Exactement. Donc, c'est la solution. Alors, je suis pas d'accord avec ta première partie de ton propos quand tu dis pourquoi on a changé. Si on ne change pas, si on reprend les mêmes spécifications que pneumatiques que la semaine dernière et qu'on a une course soporifique, moi le premier, pourquoi on n'a pas fait d'autres tests? Donc ils ont essayé, ils ont tenté, on a vu ce que ça a donné. Les Alpha Tauri et la Aston Martin se sont retrouvés en difficulté parce qu'elles se sont qualifiées avec en Q3. Sinon, personne n'a utilisé les pneus tendres.
ça a permis aussi d'avoir peut-être une compréhension différente des pneus, effectivement. Quand tu vois la course d'un Carlos Sainz, c'était je crois en Azerbaïdjan où tu as Lance Stroll, tu as les Aston qui font le dur médium et ça marche avec Au Sébastien Vettel. Castellet aussi, hein, Lance Stroll avait fait ça. Kimi la semaine dernière, on en parlait aussi. Effectivement, à partir du moment où Carlos Sainz le dit, il a eu un premier relais assez compliqué. Forcément, il faut sacrifier un petit peu le départ, il faut tenir bon, laisser passer la tempête. Mais quand tu finis avec des pneumatiques plus tendres que la concurrence, plus neuves que la concurrence, avec moins d'essence, bah forcément, en fin de course, tu deviens un peu le maître du Grand Et puis, est-ce que tu vois une réelle différence au départ cette année entre ceux qui partent en soft et ceux qui partent en médium? Est-ce que tu vois fameux avantage de partir en Là, soft? tu le vois quand même avec Carlos Sainz, parce que je crois qu'il est P14 sur le premier tour, je crois, il me semble. Hein. Ouais, il est loin. Je te dis pas de Très bêtises. loin. Il est loin, il est vraiment en difficulté. Il y a quand même une Après, tout question. le monde part en médium, quasiment tout le monde part en médium. Hein. Il y a quand même 2 ans. Non, attends, non, t'as 4 places de la 7, 8, 9, 10, là c'est tout soft. Oui, non, t'as Russell qui part 8 en médium. T'as Gasly, t'as Tsunoda et les Aston. Mais ce que je te dis, c'est et tout le monde se fracasse au fur et à mesure sauf Gasly. Sur les cartes qui partent dans le top 10, Oui, finalement, en soft, il n'y en a qu'un qui finit dans les points. Complètement. Ouais. Et donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de partir en soft? Mais c'est même une question, on va dire, sur la gestion stratégique. Encore une fois, je sais que vous en aviez parlé en Mais début de Gasly, saison d'Aston Martin et d'Alpha Ils le font depuis 4 Grands Prix, Aston Martin. C'est facile à dire lundi matin, mais c'est quand même très étonnant d'avoir fait ce Mais choix-là Gasly samedi. le dit dimanche après la course. L'objectif aujourd'hui, c'est toujours de performer en Q3. Il n'y a pas de calcul, pas de vouloir sacrifier la Q3, être en Q2, partir 11e. Non, Pierre Gasly, lui en tout cas, sa volonté. On verra pour les prochains Grands Prix si c'est aussi la volonté partagée par son écurie. Mais la volonté de Pierre Gasly aujourd'hui, c'est de se qualifier, s'il le faut, en tendre et partir plus haut. Et après, advienne que pourra. Mais j'espère qu'ils tireront Ouais, les mais à ce moment-là, enseignements. on met toujours des tirs sur AlphaTauri. Complètement. Ouais, mais Tu vois, complètement. parce qu'au final, c'est bien beau d'être 6ème sur la grille. En attendant, 6ème, ça te rapporte 0 points. Regarde, Donc je comprends pas. Si tu pars avec les temps dans le samedi en Q2, voilà comment ça se finit le dimanche. Oh, Yuki, photo Ils Tinder. sont beaux, hein, les deux. Hein. C'est un boulot quand même de bosser pour Red Bull. Ça demande un certain sacrifice quand même, les amis. Dernier enseignement, il y a eu du grabuge ce dimanche. Il s'est passé des choses. Il y a eu les nerfs étaient à vif, comme le voudrait un célèbre film que vous avez bien évidemment chez vous, d'un des plus grands réalisateurs bien sûr au monde. Que de grabuge dimanche. Ocon pris en sandwich par Schumacher et Giovinazzi, rentrée de la safety car, fin de course pour le Français. Norris et Perez, on l'a dit, pénalisés sur des duels en piste. La double erreur de Tsunoda sur la ligne d'entrée bien sûr de la pit lane. Stroll pénalisé lui pour excès de vitesse. L'imbroglio incroyable entre Vettel et Raikkonen dans le dernier tour. Franchement, j'en ai vraiment rigolé. On ne doit jamais rire sur un crash en Formule 1, mais j'avoue que j'ai rigolé hier. Et puis des duels accrochés, des radios en ébullition. Merci Fernando Alonso pour ce samedi absolument incroyable. Quelles sont pour vous les explications c'est typique du Red Bull Ring, et c'est ce qu'on aime au Red Bull Ring, ou c'est cette physionomie resserrée de la saison 2021 qui vaut que la tension est à son comble en Formule 1. Les deux. Oui, est-ce que ça tend pas plus sur l'un que l'autre? Ça tend plus pour moi sur l'Autriche. Pour moi, il y a un circuit qui était à peu près similaire dans cette nervosité-là. C'était l'outer track de Bahreïn. Exactement, tu as raison. Et le point commun de ces deux circuits, ce sont 2 circuits de rythme. 2 circuits où, en fait, on a 3 zones de DRS, donc il y a 3 possibilités de dépassement sur 7 virages. On est sur des virages à chaque fois qui se passent à la limite d'une manière différente. Il n'y a pas forcément. Enfin, c'est vraiment un vrai juge de paix, l'Autriche. Enfin, ça va vite, ça va fort, et il n'y a pas de place à l'erreur. Et quand tu as une saison comme ça où sur des Q2, tu te retrouves avec 3 dixièmes d'écart entre le premier et le 13e, forcément, la moindre erreur, elle coûte très, très, très cher. Fernando Alonso, il perd. 7 places 8 places potentielles au départ. P5, il avait un rythme de P5. On est sur une piste qui est très courte. Donc, avec 20 voitures, on en croise une tout le temps. Forcément, il y a une nervosité qui est exacerbée. Et en plus de ça, avec des écarts vraiment tout petits. Donc, c'est normal. Au bout d'un moment, c'est des gladiateurs. Et le sang appelle le sang. Donc là, l'Autriche, c'est vraiment une terre de sang pour la Formule 1. Hamilton Rosberg, en 2016, 15, je sais plus. 2016. T'as Raikkonen Alonso qui se crachent ensemble. 2 champions du monde qui se crachent ensemble. Leclerc Verstappen. C'est un circuit de tension. Au-delà des pâquerettes et des vaches. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de ridicule au-delà de ça? On peut s'en féliciter, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de ridicule hier aussi? L'accrochage Raikkonen-Vettel. Je le disais hier, j'ai rigolé. J'aimerais bien l'explication moi des 2 pilotes. Mais il y en a pas. Yuki Tsunoda qui fait 2 fois la même erreur en entrant au pit. Ça par contre, ça c'est extrêmement sévère. Moi alors je veux bien qu'on me dise il a légèrement coupé. À un moment, il se trouve que l'Autriche fait partie des circuits
où l'entrée de la des pit lane, pistes, entrée des stands. elle est exactement sur la trajectoire de piste. On a failli voir notamment en qualification des accrochages parce que tu as le pilote qui rentre sur la pit lane au ralenti et derrière forcément le mec qui entre en tour de qualif à fond. Je trouve que venir pénaliser parce qu'il a mordu de quelques centimètres la ligne, honnêtement je trouve ça ridicule, il n'y a pas de danger. Alors on me dit oui mais Tsunoda il fait 2 fois l'erreur. Oui mais quel est l'intérêt, quel est le danger aujourd'hui de voir un pilote mordre de quelques centimètres l'entrée de la pit lane? Après, parce la règle, que- c'est la... Oui, non, mais la règle, Non, c'est la mais règle oui, dans le mais- sens où effectivement, ils sont obligés de mettre cette ligne-là super tôt parce que tu dois démarquer le plus possible ta trajectoire de la trajectoire piste qui en soi est logique. Par contre, c'est la manière dont est foutue cette entrée des stands qui pose problème. Et au final, Tsunoda, il se fait avoir 2 fois de manière bête. Mais si la config du circuit est comme ça, il doit le respecter. Point barre. attends, T'arrives alors, moins vite. la point barre. justification, j'ai pas vérifié honnêtement sur les caméras, sur les on-board en essai libre. Mais si Tsunoda te dit cette entrée des stands, je l'ai pris exactement de la même manière en essai libre, et qu'à aucun moment on lui a dit il faut pas mordre sur la ligne. Ah bah c'est au Là, café, hein. pour moi, le problème, il est pas chez Tsunoda, il est ailleurs. Il est aussi chez AlphaTauri parce qu'à aucun moment on lui dit Et dans chez la la radio direction de course. attention Et chez la direction de course. sur ton deuxième Direction de pit, course, fais bien attention quand même à la ligne cette fois-ci. Moi, je suis plus sur, et ça rejoint aussi avec Tsunoda, où il y avait beaucoup de tension. C'est la physionomie de cette saison 2021, parce que, encore une fois, devant, on a une lutte pour constructeur qui est très intense. Sergio Pérez qui sait qu'il a besoin d'aller prendre des points, et finalement, il tend à être un peu plus dangereux, un peu plus viril. Derrière, tu as le midfield, Fernando Alonso, il peut être 5e. En fait, le midfield, c'est ça. C'est si tu fais une petite erreur en qualification, Ah oui. toute petite, tu peux être bien 5e, ou tu peux terminer 16e. Ouais. Et les points sont hyper importants aussi dans le midfield, d'où cette tension forcément. C'est un circuit qui récompense le calme parce qu'au final, il y en a Ah oui, un, il y en a clairement. un qu'on a vu calme et qu'on pense pas calme depuis le début de saison, c'est Daniel Ricciardo. C'est vrai. Et le nombre de fois Ou trop où il s'est calme. retrouvé, ouais, peut-être un médicament qui fait trop effet, mais sincèrement, il y a un nombre de fois où moi je me suis dit, il va y aller, il va partir, machin. Sa constance sur cette course-là, par exemple, et l'a fait rentrer dans de gros points qui le récompense d'une abnégation sur son calme, justement, par rapport à une situation qui est totalement merdique chez McLaren, avec une voiture beaucoup trop pointue par rapport à son pilotage. Là, aujourd'hui, c'est les énervés qui se sont fait punir. Et au final, ce circuit punit les énervés. Un autre pilote extrêmement calme qui a extrêmement bien piloté, c'est George Russell. Et sur la justement, fin. Alex me le disait dans l'oreillette, je voulais relancer là-dessus. Alex me disait, mais attends, j'ai pas parlé de la défense de George Russell. Je t'écoute. Sur Fernando Alonso. 30 secondes la parole à la comment défense. Maître Il y a- Caldos, non, mais- l'avocat des plus grands criminels. Il y a eu une. Non, mais Après Klaus Barbie, Il défend Non, mais Fernando en vrai, Alonso. il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête. Point, c'est tout. Il n'y a plus rien eu. Non, mais il y a eu. Non, mais Ça, au-delà c'est de du l'enquête, fact, moi ça. je parle de la défense sur plusieurs tours. Il a des pneus à l'agonie, Oui, parce bien qu'on voit sûr. Alonso finit, je crois, à 5 ou 6 secondes de George Russell. C'est resté faire. Il ferme tous les angles. Enfin, moi je trouve que George Russell, la défense, elle est exceptionnelle. Oui. Et au-delà de ça, il y a des, comme tu dis, il y a des grands prix qui sont des juges de paix, des circuits qui sont des juges de paix. Et on parvient là aussi à voir le talent de certains pilotes qui conduisent des caravanes. Moi, sincèrement, arriver Il fait pas d'erreur. à Il fait pas jouer d'erreur. au. Sur plusieurs tours face à Fernando Alonso. Et on connaît Fernando Alonso quand tu l'as derrière. J'ai pas dit le contraire. Ce que je veux juste rajouter sur George Russell, c'est qu'il a un avantage aussi. Et bon, c'est la normalement- Williams. Non, mais non, mais justement, non, mais C'est cette incroyable voiture. la Williams a un avantage sur le Red Bull Ring et c'est ce qu'ont fait justement les ingénieurs du côté de chez Williams. C'est un yo-yo aérodynamique. Ça veut dire que la voiture va fonctionner parfaitement sur un circuit, par exemple comme le Et Red qui Bull te Ring. dit que c'était le Red Bull Ring sur lequel elle fonctionnait? Mais bien sûr. Parce que la Tiffy, il a bien fonctionné Ça, quand même ça- tout le week-end. Ça, je le concède, bien sûr. Mais d'un autre côté, sur d'autres circuits, c'est une vaste bouse et George Russell n'arrive pas à performer. C'est une Pause. Merci. Ça, On ne pouvait pas finir, bien sûr. Niki Lauda, il est là. Niki Lauda, en effet, le super bouquin là, de Maurice Hamilton qui n'a rien à voir avec Lewis, je tenais à vous le dire. C'est Super l'oncle bouquin français. qui est sorti bien sûr aux éditions Talent Sport, de la même manière que le bouquin sur Lewis Hamilton de notre ami Daniel Ortelli qu'on vous présentait la semaine dernière. Ces bouquins-là, on va vous les faire gagner. Ça se passera bien évidemment sur les réseaux sociaux des pistonnés. Voilà pour les 4 renseignements et le débrief de ce Grand Prix d'Autriche. Regardons tout de suite le classement des pilotes et des constructeurs à l'arrivée de cette course. Verstappen, 32 points désormais d'avance sur commence à Lewis Hamilton. Sergio Pérez, qui voit également Lando Norris fondre derrière lui. Seulement 3 points entre le Britannique et le Mexicain. Et puis Valtteri Bottas, 92 points. L'écart est fait, bien sûr, derrière, avec les autres belligérants. Et puis le classement des constructeurs, avec Red Bull largement en tête devant Mercedes. 44 points d'avance. Tiens, faut-il y voir un signe? Oui, je viens de dire une chose, on n'est pas à l'abri de voir Carlos Sainz passer devant Leclerc à la mi-saison. Et ça, Complètement. psychologiquement, T'as chez raison. Ferrari, ça serait Oui. quand même
terrible pour le Monégasque. Plus que 2 points d'avance pour Ouais. le Monégasque, en effet, sur l'Espagnol. Voilà pour le débrief, je vous le disais, de ce Grand Prix d'Autriche. C'était l'un des rendez-vous incontournables de la semaine dernière. L'autre rendez-vous incontournable de la semaine dernière, c'était le volant Feed Racing, dont la finale avait lieu à Manicourt mercredi dernier. Et les pistonnets, toujours dans les bons coups, étaient forcément là. Le volant Feed Racing a été inventé par Patrick Lemarié, qui était un ancien pilote essayeur du côté de Bar à la fin des années 90. Bar, où pilotait un certain Jacques Villeneuve, son ami de toujours, bien évidemment. Les deux hommes, les deux anciens pilotes, qui ont décidé de relancer une filière justement de pilotage en France. On le sait, Patrick Lemarié est arrivé à la Formule 1 grâce au volant Elf, qui a amené nombre de talents, bien sûr, dans notre pays. Il y avait eu le volant Shell aussi également. Bref, tout ça a disparu avec l'arrivée de l'ère moderne en Formule 1. Jacques Villeneuve, qu'on a eu l'occasion justement de rencontrer pour nous parler de cette initiative Feed Racing, pour nous parler aussi également de son avis sur la prépondérance de l'argent aujourd'hui pour lancer une carrière dans le sport automobile. C'est la première partie d'un feuilleton de l'été consacré au pilote canadien champion du monde en 97 et on n'est pas peu fiers de vous proposer cette très belle interview. Le Feed Racing, ça commence d'abord par Patrick, parce qu'il avait lui-même évolué dans un volant, dans un concours à l'époque. Il a fait l'année d'Olivier Panis et d'Yvan Muller. Et grâce à être passé par la finale, il a pu ensuite avoir une carrière. Ça lui a ouvert beaucoup de portes. Plusieurs pilotes, Alain Prost aussi, Olivier Panis, ont accédé à la F1 en grande partie grâce au volant. Et ce ne sont pas les seuls pilotes qui en ont eu des carrières. Donc c'était un peu de remettre ce processus en place parce que l'on voit que maintenant l'accès au sport automobile est devenu fou. Une saison en Formule 4, ça va dépasser les 300 000 €. Les grosses saisons en karting, ça dépasse les 500 000 €, donc c'est ridicule. Il y a toujours eu de l'argent dans le sport automobile, des pilotes avec de l'argent. Il y a aussi eu beaucoup de pilotes avec du talent sans budget, qui ont réussi à monter purement par les contacts et le talent, alors que maintenant le talent n'est plus suffisant. Donc remettre un peu en place ce processus qu'il y avait pour que des jeunes ils peuvent avoir des moyens, on s'en fiche, mais qui passent par la case talent. Parce que là, il y a un concours, un chronomètre, et le chronomètre ne ment jamais. De les voir évoluer sous pression aussi, à quel point ils évoluent, s'ils sont à l'écoute. Redonner un peu aussi aux jeunes potentiels pilotes le droit de rêver à une carrière de pilote. Oui, on n'est pas contre l'argent, on est contre le manque de talent. Ils ne sont pas pilotes avant d'arriver chez Feed, pas tous. Certains ont fait du kart, certains n'ont pas roulé, certains arrivent du sim racing. Non, c'est vraiment... Il y a des talents qui se découvrent. Certains viennent en imaginant peut-être avoir les capacités. Parfois, ça va être un cadeau offert par les parents. Plutôt qu'une grosse vacance, ça va être le volant et un apprentissage. Et ça reste une bonne expérience. Beaucoup de choses sont appris. Et certains se découvrent avoir plus de talent qu'ils ne pouvaient l'imaginer. On a eu quelques surprises. Un peu inattendu, mais en même temps c'est le passage à la grande piste. La piste école est un peu plus petite, ici il y a des virages très rapides, la piste est longue, large, donc ce n'est pas tout à fait la même approche, la même appréhension, et aussi il y a la pression d'aller chercher la carotte qui est de gagner pour avoir une saison en Formule 4. La piste elle est sèche, elle est sèche. Il n'y avait pas toute l'informatique à l'époque. Donc on grandissait peut-être un peu plus dehors. Dehors, à faire de la luge comme des malades, au milieu des forêts, sauter, prendre des risques qui ne sont plus pris aujourd'hui. Donc il y avait une approche de la vie qui était un peu différente. Moi j'étais ici du ski, pas du karting. Et même une fois en monoplace, en sport automobile, il n'y avait pas vraiment d'acquisition de données. C'était papier, crayon, l'ingénieur, on discutait, le ressenti et d'être un peu autodidacte. Il n'y avait pas de coaching, donc c'était très différent. Il n'y avait pas tout ce suivi dictatorial qui peut y avoir aujourd'hui. De toute façon, les meilleurs de l'instinct, ils en ont. Mais avec tous les processus modernes, des pilotes moyens réussissent à être bons, mais jamais très bons. Maintenant,
déjà à 10 ans, certains pilotes en karting ont des budgets qui proviennent d'équipes de Formule 1. Donc déjà, ça fait un déséquilibre par rapport aux autres pilotes. Et ça a un effet psychologique aussi. C'est de voir des gamins qui déjà à 14 ans, on a l'impression qu'ils ont toute une carrière derrière eux et ils sont déjà presque fatigués de faire de la course automobile. C'est hallucinant. Je trouve vraiment que ça commence trop tôt. Un gamin, ça doit s'amuser. Ça peut aller faire du kart, mais c'est supposé s'amuser. Ça va faire un peu de ski, ça va faire plein de choses. Mais déjà là, très jeunes, on les oriente et ils deviennent presque incapables de faire autre chose. Je trouve ça un peu... Après, bon, ça va sortir des Verstappen aussi. Donc professionnellement, c'est pas mauvais. Mais après, c'est pas tous les gamins qui évoluent socialement comme Verstappen. Certains vont rester très renfermés aussi. Merci bien sûr à Jacques Villeneuve qu'on retrouvera dans une prochaine interview. Ça sera un petit peu notre petit bonbon comme ça de l'été, notamment en vue de la trêve. Jacques Villeneuve qui nous parlera de sa carrière, qui nous parlera aussi également d'une certaine nostalgie qu'il a justement vis-à-vis d'une F1, d'une autre époque. Ça sera le deuxième volet bien sûr consacré à Jacques Villeneuve. On le remercie. On remercie Patrick Lemarié. C'était une journée absolument extraordinaire. Merci Thibault Larue aussi également de Feed Racing pour cet accueil. Et je vous l'ai dit, la deuxième partie, Jacques Villeneuve qui viendra. Rappelons quand même que ce second volant de l'histoire de Feed Racing a été remporté par Robert Dehan et j'ai essayé avec l'accent, toutes mes excuses, et on a une immense pensée pour Elliott Véron que vous avez vu dans ce mini reportage, qui était forcément très frustré à l'arrivée de cette finale parce qu'il a perdu pour 2 millièmes de seconde, mais on espère pour lui qu'il aura bien sûr des tests du côté de la F4 de la saison prochaine. On rappelle que le néerlandais Elliott Dehan succède à un autre néerlandais et récupère du même coup un volant en F4 italienne. Vous voulez dire quelque chose? Robert, pas Elliott. Oui, c'est vrai. On a essayé de faire les millièmes. On a essayé de faire un crossover comme ça et ça n'a pas fonctionné. Les amis, il est l'heure d'ouvrir un grand débat. Il est consacré à McLaren et on n'est pas peu fiers de l'ouvrir aujourd'hui. Lando Norris a réalisé une performance exceptionnelle ce week-end en se qualifiant en première ligne. Ce n'était plus arrivé à McLaren depuis le Grand Prix du Brésil 2012. Ça fait quasiment presque 10 ans, presque une décennie en tout cas que McLaren attendait de revenir aux avant-postes. Ce qui nous a donné l'idée de ce débat. Est-ce que McLaren est redevenu un top team? Mais avant d'évoquer cette question, rentrons en profondeur bien sûr dans ce sujet en se remémorant justement comment ont été composés ces 10 dernières années pour McLaren, les raisons surtout de cette résurrection. Il y avait eu le divorce avec Mercedes et le début du chemin de croix à la fin de la saison 2014. On rappellera que 2012 est la dernière année où McLaren a gagné, la fin de l'ère Lewis-Hamilton. 2015-2017, le traumatisme Honda, l'une des pires catastrophes industrielles qu'ait connue l'écurie McLaren dans son histoire. 2018-2020, le retour aux affaires avec Renault, le retour sur le podium avec Carlos Sainz, on s'en rappelle, à partir de Interlagos 2019. Et puis 2021, on leur promettait l'enfer, mais l'intégration a été parfaite du côté du moteur Mercedes dans ce châssis qui était à la base prévu bien sûr pour accueillir un moteur Renault. Et puis cette question, quelque part, presque une constatation personnelle, est-ce que l'après Ron Dennis n'est pas enfin digéré? On se rappelle, Ron Dennis, c'est 10 titres pilotes, 8 titres constructeurs entre 1980 et 2016. Depuis, il y a eu l'arrivée de Zak Brown, le pilote expert en marketing qui est venu prendre la suite de Ron Dennis à son départ en 2016. L'arrivée aussi qui a été un tournant, celle d'Andreas Seidel qui a remplacé le français Éric Bouillet. C'était en 2019, en fin de saison 2019. Et comment ne pas évoquer également le trio technique composé de James Kay, de Andrea Stella, je vais y arriver, et de Pierce Stein. Regardez cette déclaration justement au sujet de ce trio d'Andreas Seidel, l'ancien bien sûr de Porsche, qui disait ceci: j'ai bénéficié des bonnes décisions qui ont été prises avant mon arrivée, des décisions en termes de direction technique prises par James, par Andrea et par Pierce au cours de l'hiver 2019, qui m'ont permis de prendre mon temps, d'analyser tous les détails pour dégager les points forts et les faibles de l'écurie. On avait nos torts dans le manque de performance enregistré lors des années précédentes, dû à un déficit en termes d'organisation et d'infrastructure notamment. Nous avons eu le temps d'étudier la manière dont nous voulions changer cela. Il déclarait ceci à Auto Hebdo le 16 mai 2020. Les raisons de cette résurrection, est-ce qu'il y en a d'autres? Et pour vous, quel est l'essentiel? D'où revient... McLaren revient du diable Vauvert, comment vous l'expliquez? C'est repartir de la feuille blanche à partir du moment où on avoue qu'on a merdé. Et là où on a merdé chez McLaren, c'est
croire instantanément que le mariage Honda-McLaren allait fonctionner, croire que parce qu'on est McLaren, dans tous les cas, la faute c'est le moteur, c'est pas le châssis, croire qu'avec Fernando Alonso, on a une tête de gondole sans penser à l'intégration, à tout ça, c'est ne pas admettre que la réussite d'une équipe est une somme d'éléments et non pas Une somme d'individuels. Exactement. On est exactement sur le même esprit qu'une équipe de sport co. L'idée, c'est que le tout est supérieur à la somme des individualités. Et en l'occurrence, chez McLaren, on avait tout ce qu'il fallait sans comprendre pourquoi. Là, on est reparti de zéro. En 2017, en ayant Lando Norris déjà dans le simulateur. En 2017, 2 ans avant qu'il arrive en F1. Il était en F3 et on l'avait déjà dans le simulateur pour préparer la voiture de notre futur pépite Lando Norris. On avait déjà préparé ça. Derrière, on ramène des gens d'expérience, de talent qui savent travailler ensemble. Et des gens de rigueur aussi. Je Oui, peux me bien permettre sûr. une petite, des gens de rigueur. Ça manquait Oui. de rigueur un petit peu dans cette écurie. mais en fait, ça manquait de rigueur. Et mais- pourtant, c'est l'ADN de McLaren. Mais justement, en fait, le truc, c'est que la rigueur a trop été identifiée à McLaren parce que Ron Dennis. Et aujourd'hui, Zak Brown a réussi quelque chose, c'est changer l'image de McLaren comme une écurie fun, une écurie sympa, l'autre pendant, en fait, de cette culture britannique. Et il a réussi à fédérer autour de cela pour faire un projet qui motive tout le monde, avec en tête de gondole Lando Norris. Je trouve que Zak Brown incarne parfaitement la volonté, comme tu le disais, de repartir d'une feuille blanche. Il avait limite carte blanche parce que ce fut un tel fiasco. Lorsqu'il arrive en 2016, il arrive bien avant, mais en tant que directeur exécutif, j'avais personnellement mes doutes, même s'il connaissait le sport automobile, même s'il venait du sport automobile. Ancien pilote de F3. Oui, mais j'avais quand même des doutes parce que je trouvais que la situation, je ne savais pas si Zak Brown, qui mine de rien n'était pas un homme de Formule 1, allait pouvoir redresser la vapeur. Et je suis obligé de constater que j'ai eu tort. Il arrive dans un contexte extrêmement compliqué, effectivement, tu le disais, avec le bourbier de Honda, où on pensait peut-être naïvement que la simple association McLaren-Honda avec le passé qu'il y a eu allait faire fonctionner, mais forcément... Il y a eu ces difficultés du côté de Honda, il y a eu avait un des boulard, hein. difficultés financières aussi, sauf que comme Honda était là et payait, entre guillemets, il n'y avait pas forcément, il y a des sponsors qui ont quitté McLaren, il n'y a pas eu forcément une prise de conscience assez tôt pour se dire, attention, il y a des sponsors qui partent, il faut que nous aussi, on se mette à chercher de nouveaux sponsors. Non, il y a Honda qui payait, à partir du moment où Honda payait, bon, il n'y avait pas trop de problème, sauf que quand Honda est parti, on a vu ce que ça a donné avec la presque disparition après le Covid de McLaren. Il y a eu le prêt de la banque de Bahreïn. De Bahreïn, ouais. Et ça joue à rien parce qu'ils étaient vraiment en Roger, difficulté. à l'époque, qui a Oui, été bien sûr. l'homme qui a justement. Et la vente de Woking. Aujourd'hui, ils sont dans C'est un très violent ça. Aujourd'hui, ils sont Ouais. dans un plan où ils ont dû vendre leur usine. Alors, sur un crédit bail, c'est-à-dire qu'en soi, ils la vendent, ils touchent l'argent, mais ils continuent de l'occuper. Donc, en soi, ça va. Enfin, l'opération, elle est belle. Mais l'idée de McLaren, c'est qu'il faut bien se dire que c'est pas une écurie comme Renault, c'est pas une écurie comme Alfa Romeo qui en fait a des ventes monstrueuses autour. Aujourd'hui, la Formule 1, c'est la vitrine de McLaren. Pourquoi vas-tu aller acheter une McLaren si tu vois pas McLaren briller? C'est complètement crétin. Ce sont des voitures de course qu'ils vendent. Donc au bout d'un moment, ils sont obligés de faire des investissements colossaux dans le sport automobile s'ils veulent que la marque survive. Et c'est un cercle vicieux parce qu'à partir du moment où tu n'avais pas les résultats, tu avais déjà moins d'argent de la part des revenus Et t'es commerciaux. mort. T'es mort après. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. À partir du moment où tu mets un pied dedans, l'engrenage il est terrible. Il n'y a pas l'aura de Ferrari chez McLaren. Complètement, ce que j'allais dire. Tu conserves pas, même en perdant les résultats, tu conserves pas cette aura de marque mythique. Même si tu avais Alonso et Button, qui étaient quand même des champions du monde. Oui, en bien Formule sûr. 1. Et que McLaren a des voitures ultra performantes et certaines boucles bien, enfin je parle de voitures de route, hein, bien meilleures que certaines Ferrari pour le coup. Mais il n'y a pas l'aura. Et du coup, il faut la performance. L'image de ce désastre. L'image de ce désastre. Alex, t'as pas entendu sur C'est le. vrai que je dois avouer que je pense que Zak Brown est sûrement l'un des personnages que j'aime le plus en Formule 1, surtout par de comment de sa. On arrête avec ce. Ah. Surtout de la manière dont en fait il a reconstruit. En fait, pourquoi McLaren a choisi Zak Brown, c'est parce que déjà aussi de son passé sport auto, mais aussi de patron d'équipe. On va rappeler aussi qu'il a United Motorsport, qui est une équipe qu'il a créée dans le sport automobile qu'il a en 2009, et aujourd'hui elle a gagné les 24 heures du Mans à l'MP2, aujourd'hui United Motorsport. Tu as cet aspect aussi que Zak Brown est quelqu'un qui est arrivé et qui n'a pas eu peur de virer Eric Boullier, de dire bye bye à des hommes
Vraiment. Lui ou Fernando Alonso? Parce que je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. C'est un peu des deux, de toute Posera façon. la question avec lui, Mais tu as cet aspect où quand même Zak Brown n'a pas eu peur de prendre cette décision, ce qui me fait penser aussi à une certaine époque. Ferrari, avant Michael Schumacher, avant l'hégémonie Ferrari dans les années fin années 90 pour ensuite aller dans les années 2000, c'était pareil. Jean Todt qui arrivait pour reconstruire Ferrari, qui était dans une grosse catastrophe, qui a pris des décisions fortes. Environ John Barnard, si je ne me trompe pas, qui était l'un des grands techniciens de Ferrari Et de McLaren d'ailleurs. et de McLaren À aussi. l'époque. On lui a dit bye bye. Jean Todt dit bye bye pour prendre derrière Ross Brown et Rory Brown. C'est un peu la même situation aujourd'hui avec Andrea Seidel et Andrea Stella Et aussi. Binotto, Pirster. Mais justement, moi je trouve que vous insistez énormément sur Zak Brown. Je trouve que l'une des énormes réussites de Zak Brown, c'est le côté business. Vous sûr. avez parlé de son passé. Il dans connaît sport. le business. Mais Bien hein, sûr. Il connaît le business. Non, mais à il partir du connaît- moment où il a créé. Exactement. Aujourd'hui, il est maître de la plus grande agence de marketing aux États-Unis dans le sport Et auto. c'est ça d'ailleurs qui l'amène chez McLaren. Le storytelling veut que, parce qu'il a conduit en F3, Oui, mais il a une parce que- expérience de sport il a une- automobile. non, il a une expérience de sport automobile, il a une expérience de pilote, mais la véritable expérience de sport automobile de Zak Brown, c'est cette fameuse boîte de marketing qui était déjà engagée en Formule 1 et qui gérait déjà beaucoup de contrats et de En NASCAR, et de en transactions IndyCar. en NASCAR et en IndyCar. Il y a un garçon dont vous n'avez pas parlé, moi je trouve, c'est Andreas Seidel. Andreas Seidel, est-ce Ah qu'il oui, n'incarne mais- pas aujourd'hui le père, la rigueur dont avait besoin aussi McLaren? Tu veux, la base, en fait, c'est Zak Brown. Oui, bien sûr. Ensuite, il Ça y a part de les là. pions. Oui. Mais la base, C'est dur, à mes yeux, en tout Ouais, cas, alors, c'est pions, Zak peut-être Brown. pas non plus. Non, mais excuse-moi, mais les pions, faut les nommer. Non, mais je dis pas. Non, mais Oui. excuse-moi, je suis pas en train de te dire que ce sont des pions. Seidel, Zak ça Brown. reste un roi sur l'échiquier quand même. Ouais. Et si tu veux, mais c'est Zak Brown qui met le roi sur l'échiquier. Oui, je suis d'accord. Mais effectivement, Seidel, c'est le stratège, le mathématicien de la bande. C'est celui qui va. Évidemment. C'est lui qui va. De toute façon, c'est simple. Il a une Porsche mission, 24 heures il a une du Mans, mission c'est lui. claire. Exactement, 3 victoires en Il web. est- on le rappelle, hein. la mission Ouais. claire d'Andreas Seidel, c'est rendre effectif la performance de la McLaren. C'est-à-dire que si elle vaut 25 points, j'en veux 26. Et l'idée, c'est vraiment tu ne perds pas la moindre miette de ce qu'on peut ramener. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu progresses. C'est en allant chercher tout ça. C'est ce qu'a fait McLaren avec Sainz pendant 2 ans. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui, avec l'argent récolté, avec l'image récoltée, et surtout en fait avec la motivation donnée à leur pilote de gondole, et là-dessus j'insiste, tout ça mène à aujourd'hui un Lando Norris ultra performant, des ingénieurs qui travaillent pour leurs pilotes, et ça, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec un certain Lewis Hamilton, et pas avant. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où, parce qu'ils ont eu des difficultés financières, ils ont quand même viré 1200 personnes, donc 70 dans l'équipe F1. Complètement. Parce qu'ils ont des difficultés financières, aujourd'hui, tu arrives à une ère où tu as un plafond budgétaire. Comme ils ont aujourd'hui bénéf, l'habitude de travailler à budget réduit, je m'entends, par rapport à Red Bull, par rapport à Mercedes, par rapport à Ferrari, bah à l'avenir, sur 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, tu vas peut-être te retrouver avec une équipe qui, comme elle sait comment fonctionner avec un budget réduit, elle sait où être le plus efficace et va pouvoir tirer plus facilement peut-être, ou en tout cas sur les premières années, son épingle du jeu, où mettre les priorités, où mettre les ressources par rapport à Mercedes, Red Bull et Ferrari. C'est vrai que c'est tout bénéf pour McLaren, ce plafonnement budgétaire, et ce tout bénéf surtout pour un homme, effectivement, c'est Andreas Seidel. Ce qui est intéressant, c'est qu'Andreas Seidel, il était en F1 avec BMW Sauber, lorsqu'effectivement BMW Sauber, on en parlait lors de la dernière émission, pouvait devenir championne du monde avec Robert Kubica. Et il y a un truc aussi qui est très intéressant avec Seidel, c'est qu'il a l'image de Zak Brown. Il est aussi dans la positivité et la solidarité, et c'est justement cet élément-là qui a fait venir Daniel Ricciardo. Avant, il n'y avait pas Andreas Seidel. Et Ouais. C'est tout un état d'esprit. En Ouais, fait. c'est T'as tout un l'impression état que d'esprit, il y a- Même les pilotes, tout le monde dégage une sorte de joie de Ouais, vivre, familial. de sérénité. Bah, cet esprit-là, Carlos Sainz et Ricardo Norris. ne signe jamais en Ouais. 2008 chez McLaren Mercedes, Ah oui, par oui, exemple. C'est pas. Non, c'est pas possible. Carlos Non, Sainz, Déjà, il c'est faut raser la tête. Donc, le duo Carlos Sainz et Norris. Tu te dis, en termes de. Tu viens de perdre Fernando Alonso, tu récupères Carlos Sainz et Lando Norris. oui, c'est. Bon, tu te poses quand même des questions sur ce que veut faire McLaren, sauf que ce sont des pilotes, des jeunes pilotes déjà qui apprennent, qui vont apprendre avec l'équipe, donc ils ont si tu veux, une marge de progression commune. Ils ont des objectifs communs, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de faire à l'époque, c'était de faire performer McLaren, et en faisant performer McLaren, toi, tu performais plus, Ouais, plus, ouais. et tu te retrouvais dans une situation où les objectifs de l'équipe et les objectifs personnels étaient similaires. Du coup, c'était du bénéfice pour tout le il faut monde. parler de l'importance de lui aussi. Alors Oh, mais justement, incroyable, on va, oui, non, on va- oui. on va y revenir. Juste pour revenir, tu as parlé d'un concept économique quand même dans cette émission, et cette émission n'est pas une émission de clown, et tu le rappelles souvent. Tu as parlé du concept de la destruction créatrice
Schumpeter. à Schumpeter, bravo mon cher Hamza, dans le fait d'être reparti comme ça de zéro, d'avoir dû on a fait un licencier bac 1000 éco, hein. et de se poser les bonnes questions. Les ES nous regardent aujourd'hui, bien évidemment. Ils ont Pourquoi ES. pour Ils le ont bac, je crois que les résultats Ça sont n'existe pour bientôt. plus d'ailleurs. Parlons des pilotes, Ouais. mes amis. Et vous avez parlé je vous laisserai parler de Carlos Sainz, mais je voulais quand même qu'on tire un petit peu le regard et la lumière sur Lando Norris. Lando Norris, est-ce qu'il n'est pas en passe de devenir la tête de proue de ce projet? Était-il d'ailleurs à la base une tête de proue vraiment attendue? Le vrai leader de McLaren, le meilleur des autres cette saison, un enfant de McLaren Racing, tu l'as dit, dès 2017, ils le mettent dans ce simulateur alors qu'il ne vient que de remporter, je crois, le McLaren Autosport British, BTCC, BDC, quelque chose comme ça. Bref, Filière McLaren. la filière McLaren, mais surtout la filière des jeunes talents, on va dire, britanniques soutenus par McLaren. Sa fraîcheur, sa communication, tout son univers aussi également qui complètement raccord et rapport avec la communication aujourd'hui que veut, un peu plus cool, un peu plus fun, voulu par McLaren. Et cette question, est-ce qu'il n'est pas en train un peu de ringardiser Daniel Ricciardo, qui était pourtant le smile et le sourire du paddock? Et puis, une autre constatation, est-ce qu'on ne l'avait pas un peu sous-estimé, Lando Norris? Est-ce que vous vous attendiez à le retrouver à un tel niveau? Lui qui avait été un peu éclipsé par le titre de George Russell en F2. Les observateurs étaient un peu sceptiques. Je me rappelle d'une discussion hors antenne. Notre ami Pierrot Despiello était encore là à ce moment-là, où il nous disait, moi franchement je pensais que c'était une surcote à la base. Moins de facéties, plus de résultats, c'est aussi l'évolution bien sûr de Lando Norris. N'incarne-t-il pas aujourd'hui la relève aux grands champions que sont Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, etc. etc. Peut-il ramener McLaren à son âge d'or? C'est un peu toutes les questions qui se posent autour de Lando Norris, cette figure de proue qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Alors, en tout cas, il y a une vraie cassure entre ce qu'attendait McLaren en interne et le public. Lando Norris, il a été surcoté par le public. Nous, tous les observateurs. Sous-côté ou surcoté? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Non, il a été sous-côté. Sous-côté, on est d'accord. Nous, on pensait vraiment que le discours de McLaren était un discours de communication, surtout qu'on connaissait On a dit moins. que c'était un fils à papa quand il a arrêté. Mais oui, c'est-à-dire que quand il est arrivé, il avait la même image qu'un Lance Stroll. Complètement. Il avait cette image. Et surtout, en fait, il y a eu deux réelles stories d'enfants McLaren avant, qui n'ont rien à voir, c'est celle de Stoffel Van Dorn et celle de Lewis Hamilton. Stoffel Van Dorn qui arrive au moment de la même manière, pouf, échec total, parce que Air Eric Boulier, Air de transition, Air Honda Renault, et un coéquipier destructeur d'écurie. Et l'ère d'avant. On en parlera avec Jacques Villeneuve bientôt. Un certain Jacques Villeneuve pour certains On en parlera très vite. Mais non, mais voilà. C'est tout. Et avant ça, tu as l'image d'un Lewis Hamilton qui est extrêmement romancé, sortait les violons, famille modeste, double travail pour le père, machin, qui a quand même réussi dans le sport automobile, pilote de couleur, premier pilote de couleur arrivé en F1, forcément, ça dénote avec un Lando Norris, fils de milliardaire britannique. Et forcément, le public le voit pas de la même manière et on le vend comme ça. Et aujourd'hui, qui va aller critiquer un move de Lando Norris en disant c'est un fils à papa, c'est un pistonné? Personne. Tout le monde a sous-coté Lando Norris. Et nous les premiers, je pense, sincèrement. Et aujourd'hui, le projet comme il est fait sur lui, la voiture 2021, c'est pas ils ont bossé tout l'hiver, c'est qu'elle date de 2017. Et 2022, elle date de 2017. Elle date de comment Lando pilote, comment mettre en avant Lando. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Daniel Ricciardo n'arrive pas à conduire cette voiture qui est trop pointue, parce qu'elle est faite pour Lando Norris. J'avoue que il a contribué au développement. Enfin, c'est logique, il est là depuis plusieurs années. Après, effectivement, sur le côté sous-côté, sur-côté, moi, effectivement, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là, sauf qu'en fait, tout au long de sa jeunesse, il a performé. Il a remporté des titres en karting, en Formule 3, vice-champion de F2. Mais il y en a beaucoup, des comme ça, qui réussissent pas en F1. Il y en a beaucoup. Oui, et puis à 18 ans, il fait les 24 heures de Daytona. Avec Fernando Alonso. Tiens d'ailleurs, c'est vrai que j'ai une petite citation. C'est intéressant ce que tu dis. Si on peut nous mettre la petite citation de Fernando Alonso sur Daytona. Regardez, Fernando Alonso, il est tombé amoureux, on va dire, de Lando Norris lorsqu'ils étaient coéquipiers les 24 heures de Daytona en 2018. Je l'ai découvert à Daytona en 2018. Nous faisions équipe et nous avions décidé de passer les slicks sur piste humide. Lando a pris le volant. On est revenu à 25 secondes de la tête. Il était sur une piste mouillée pour sa première dans un prototype, sa première à Daytona, sa première avec les pneus Continental, et il a repris 33 secondes au meilleur. Il avait seulement 18 ans.
temps et m'avait beaucoup impressionné. Il a en plus cet esprit racer en lui, Fernando Alonso, l'autre GOAT des meilleurs présentateurs de Formule 1, bien évidemment. Bah, en fait, ça résume un peu cet aspect de Lando Norris, c'est qu'il y a cette adaptabilité jeune et c'est ce que recherchent les équipes en Formule 1. C'est pour ça qu'il y a des pilotes de F2 qui ne passent pas en Formule 1 parce qu'il n'y a pas cette adaptabilité. Même si tu ne deviens pas champion de F2, au moins tu prouves que tu peux être rapide tout de suite. Et c'est montré, et c'est comme ça avec Lando Norris. Victoire en F3 Europe, il y a eu 3 couronnes supplémentaires en 2016. Il a tout remporté dans sa carrière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Zak Brown l'a tout de suite compris et l'a embauché en 2017 dans la filière McLaren en lui disant je vais te protéger. On va construire quelque chose ensemble et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a une petite déclaration de Zak Brown qui disait moi cette mode des pilotes qui arrivent à 16, 17, 18 ans en Formule 1, moi ça me plaît pas. Déjà quand ça arrivait à 20 ans en Formule 1, on disait que c'était trop jeune. Il arrive à quel âge, Lando? Oui, non, bien sûr. Mais au moins, bien sûr que ça contredit un peu cet aspect-là, mais au moins il l'a préparé. À 17 ans. Oui, il l'a préparé et il a vu ce qu'il pouvait apporter. Et il y a cet aspect-là aussi, je parlais tout à l'heure de la comparaison avec Ferrari et Schumacher. Alors je ne vais pas de là comparer Norris et Schumacher, mais il y a certains points de connivence entre ce qui s'est passé avec Ferrari à l'époque et McLaren aujourd'hui avec peut-être Lando Norris. Peut-être que même Lando Norris part de plus bas que partait Lewis Hamilton avec McLaren Mercedes. C'est-à-dire que McLaren Mercedes avait quand même 2 titres en début des années 99 2000. C'est quoi 2000 le projet 2000, ouais, c'est ça. Que Raikkonen sur ces années McLaren n'est pas loin d'aller choper un titre et que globalement c'était la meilleure voiture, on peut le dire, l'année du titre Renault en 2005, c'était la meilleure voiture. C'est juste qu'elle n'est pas fiable. Et en 2007, il arrive avec un package Lewis Hamilton qui est bien plus développé que celui de Lando Norris. Donc quelque part, le travail de backup, il est beaucoup plus violent chez Norris et peut-être qu'il va mener plus haut parce que finalement Lewis Hamilton avec McLaren, mais justement un titre. La performance Norris, à l'époque, de McLaren ou le manque de performance à l'époque de McLaren, ça a aussi aidé Lando Norris. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de pression. Si aujourd'hui, à l'époque, 18 ans, il arrive au volant d'une McLaren qui a le niveau de Mercedes, forcément là, on s'attend forcément tout de suite à un Lando Norris performant. Là, le fait de voir une équipe McLaren, une équipe historique de Formule 1, qui est quand même en difficulté, qui est sur une courbe ascendante, mais qui revient de tellement loin, c'est une équipe à l'époque où Lando Norris arrive de milieu de tableau. On n'attend pas forcément grand-chose de Lando Norris. Comme Schumacher avec Ferrari, comme Sébastien Vettel avec Red Bull. Comme la seule différence, c'est que Schumacher est quand même double champion du monde à l'époque. Il fait mieux dans le monde. Et quand tu vois l'association Ferrari-Schumacher, tu t'attends à des étincelles. Bien sûr, forcément. Oui, mais la voiture, au moment où il la prend, c'est pas la voiture dominatrice qu'il aura en 2002, 2003, 2004. Et puis l'histoire de l'image aussi. Effectivement, McLaren à l'époque, quand tu avais Alonso, Button, Van Dorn, etc. C'est une équipe qui était peut-être en décalage avec les fans, pas seulement ses fans, mais surtout les fans de Formule 1 en général. Effectivement, là, tu arrives, c'est un Lando Norris qui aujourd'hui va sur Twitch, fait ses stories, est quelqu'un d'assez jovial finalement. Et puis le confinement qui lui a fait beaucoup de bien. On sait évidemment toutes les opérations, notamment caritatives. Le jeune de 8 ans, de 10 ans, même de 15 ans, de 20 ans, aujourd'hui, il va plus facilement s'identifier à McLaren, qui a une communication avec Lando Norris, mais pas seulement. Qui a une communication quand même beaucoup plus proche des jeunes, plutôt qu'une écurie, une institution comme Ferrari. C'était une équipe de vieux. Et encore, il s'est calmé. Il a mis de l'eau dans son vin, quelque part. Il y a moins de facéties. J'ai l'impression de voir beaucoup plus un compétiteur quand même depuis déjà un an. Encore une fois, c'est un peu à l'image de Max Verstappen qui était un petit peu foufou. Là, c'est un petit peu pareil que Lando Norris. Il n'a jamais été très pote avec les autres. Non, bien sûr. Mais en fait, t'as cet aspect où Lando Norris était un petit peu plus calme à l'extérieur. Moi-même, le premier, je critiquais beaucoup ce qu'il faisait parce que parfois, il était un peu trop. Il allait un peu trop partout. Il parlait vraiment beaucoup. On écoute la même musique que toi, Alex. C'est pas. Il y a Tomorrowland, bien sûr, sur la McLaren en plus ce week-end. Donc il y a cet aspect. Oui, je suis d'accord. Il s'est calmé. Il a pris de la maturité et ça s'est vu en dehors, mais surtout sur la piste. Il s'est calmé parce qu'il a pas son meilleur pote avec lui cette année non plus. Alors tiens, tu voulais en toucher un petit mot justement. Mais ça m'a fait halluciner, c'est qu'en fait il déclare que cette année il est plus performant, notamment parce qu'il n'a pas Carlos Sainz avec lui. Typiquement, le prof qui te change de place. Non mais c'est un truc de fou. Vous voulez avoir une meilleure moyenne, je vais pas te mettre à côté de ton meilleur pote. T'as connu ça, toi. Non mais attends, t'inquiète pas. Le fond de classe en début, puis 15 septembre terminé. Première ligne. Ouais, terminé. C'est le seul point où j'aimais pas être en première ligne d'ailleurs. Mais il a dit en fait avec Daniel, on a moins comme crochu, on n'écoute pas les mêmes choses. Moi j'aime bien golfer, faire du sim racing. Ricardo lui il aime bien faire des randonnées de ça, c'est pas mon truc. Et du coup je me concentre plus sur le travail. Donc peut-être que Daniel réussit à McLaren par ce biais-là. Tant mieux. Mais ça permet de faire grandir Lando Norris. Ah mais si Sainz a pu le mettre à l'aise. Et derrière, tu voulais toucher un mot plus précis sur Sainz, c'est le rôle qu'il a eu dans cette résurrection aussi pour McLaren. Sainz c'est quand même. Parce qu'on évoque les pilotes. Sainz il a quand même permis à l'écurie de se développer tout en laissant Lando Norris se développer. Il a pas bouffé Lando Norris. Si on fait le comparatif Alonso Van Dorn, qui était un protégé de la maison McLaren. Tout protégé. Tu fais le comparatif Alonso Van Dorn et tu fais le comparatif Sainz Norris.
Sainz, il a élevé Norris. Enfin, Sainz, c'est pas non plus Alonso. Van Dorn, c'est un peu le beefsteak, tu sais, qu'on jette dans Jurassic Park. Mais là, dans la justement, course de attends, tirage. sincèrement, Oui, c'est un L'image t'es qui vient en censé, tête. t'es mais censé c'est un- apprendre non, mais bien beaucoup sûr plus que c'est un excellent d'un pilote. double champion du monde qu'est Fernando Alonso que de Carlos Sainz. Aujourd'hui, je pense que Lando Norris a plus appris de Sainz que tous les coéquipiers d'Alonso ont appris d'Alonso. Alonso, c'est une bataille mentale permanente. Là, c'était pas une bataille mentale, c'était une volonté commune d'amener McLaren vers le haut. Et puis mine de rien, le choix, aujourd'hui, je reviens sur Daniel Ricciardo, mais le choix d'aller prendre Daniel Ricciardo, c'est aussi une légère progression quand tu passes, à mes yeux en tout cas, de Carlos Sainz à Ricciardo, puisque Bien Ricciardo c'est un Bien pilote sûr. qui a gagné. Plus C'est un bankable. pilote, oui, et À c'est un l'époque, pilote. hein. Oui, C'est un si. pilote que tu prends, il a pas un salaire, je crois, il a 10 millions par an, c'est pas, ce qui n'est pas non plus pour un pilote de Il a 5 ans. baissé divisé son par salaire. deux. Oui, Il a voilà. baissé son salaire pour aller chez McLaren. Je trouve que c'est bien amené du côté de McLaren et les sacrifices de Ricciardo, on les voit. Aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle, si tu veux, l'arrivée de Ricciardo, c'est une nouvelle petite touche dans la progression linéaire et constante de McLaren. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec une équipe, en l'occurrence McLaren, qui, à mes yeux en tout cas, a un pilote capable plus facilement, lorsqu'il se sera complètement adapté à l'univers McLaren et à sa voiture, d'aller chercher des podiums et des victoires qu'avec Carlos Sainz. On en vient à la question fatidique. Ah. On en vient à la question fatidique, c'est la question qu'on pose aujourd'hui, bien sûr, et n'hésitez pas d'ailleurs à y répondre, vous, en commentaire sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et consorts. Est-ce que McLaren est enfin redevenu un top team ? Un pas de géant, mais à pondérer, ne peut pas encore espérer gagner à la régulière. Encore trop loin quelque part de Red Bull et de Mercedes. C'est quand même aussi, à côté de ça, l'incontestable troisième force de cette saison 2021. Moi, je pense par exemple qu'il n'y aura pas forcément match avec Ferrari, comme on avait pu l'annoncer après la première course. Quid de l'adaptation quand même de Daniel Ricciardo, même si c'était mieux ce week-end avec son meilleur résultat depuis qu'il est arrivé du côté de chez McLaren. C'est vrai qu'il coûte des points, l'Australien. Et puis, cette ouverture qui est nécessaire, les grands gagnants, peuvent-ils être les grands gagnants de la saison 2022 ? 10 ans après, peut-on compter sur un retour à la gagne avec cette nouvelle révolution technologique qui devrait redistribuer complètement la hiérarchie ? Est-ce que McLaren est de nouveau un top team ? Mais c'est à vous de répondre. Non, elle est trop pointue. Oula. La voiture, un top team, c'est une voiture qui est performante et dont chaque pilote, avec ses réglages, peut arriver et tirer parti. Aujourd'hui, elle est trop pointue et elle est faite pour un pilote. C'est entre guillemets facile, désolé, de faire une voiture performante pour quelqu'un quand on le connaît. Faire une voiture dans laquelle on peut monter et être performant, c'est ce que sait faire Mercedes, c'est ce qu'a su faire Ferrari à l'époque, c'est ce qu'a fait Red Bull cette année. Et je trouve que pour... Dans ces cas-là, j'allais justement te dire, dans ces cas-là, performant directement. C'est pas, il y a un écart avec Verstappen de niveau, de talent pour moi qui est assumé indéniable sur l'histoire. évidemment. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'écart réel de talent entre Mais est-ce que Lando c'est le Norris et talent, Ricciardo. est-ce que c'est le Il y a un talent écart. et la facilité d'adaptation de Sergio Pérez qui fait qu'il a plus de facilité aujourd'hui avec Red Bull ? Et tout le monde Parce que l'avoue c'est chez Red Red Bull. Bull. Tout le monde l'avoue chez Red Bull que la voiture est moins je pense nerveuse et plus facile à piloter et que Alex Albon s'en sortirait certainement mieux cette année, que Pierre Gasly s'en sortirait certainement mieux cette année que les deux années avant où la voiture était beaucoup trop nerveuse. Red Bull a passé ce pas de devenir un top team. On a une voiture plus facile à piloter et je pense que c'est encore ça qui manque à McLaren. J'avoue que l'aspect, est-ce que McLaren est un top team aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Moi, ma réponse, elle est négative parce que est-ce que Ferrari est un top team aujourd'hui alors qu'elle l'était avant ? Est-ce que Ferrari aujourd'hui, pour moi, un top team, c'est une écurie qui gagne qui prend des victoires et qui peut se battre régulièrement. Quand même. Il y a beaucoup d'autres critères que ça. L'institution, c'est bien. Mais l'institution aussi ne fait pas aussi les résultats aujourd'hui. Et un top team aujourd'hui, à mon goût, encore une fois, à mon goût, c'est quand tu vas aller chercher, tu peux te battre pour des titres et aller régulièrement chercher des victoires. Et c'est sur cet aspect-là, que j'ai beaucoup de mal sur cet aspect. McLaren est un top team. Alpine, aujourd'hui, Renault à l'époque en 2005-2006, est-ce qu'aujourd'hui Alpine est un top team ? Non. Voilà, je ne pense pas. L'histoire, pour moi, Différence quand même. Hein. ouais, Alpine si tu et veux, McLaren. Hein. au niveau de McLaren, de Ferrari, si tu veux, c'est une telle histoire en Formule 1, comme Bien tu sûr. disais, c'est une institution. On en parle depuis 20 minutes. C'est l'organigramme. Aujourd'hui, tout est fait pour Oui, pour que ce aller soit dans la un bonne top direction. team. Alors peut-être que dans tes critères, l'année prochaine, dans 2 ans, McLaren sera un top team. Moi, aujourd'hui, la manière dont ça travaille, la manière dont on voit la progression depuis plusieurs années, le côté institution, moi, j'ai envie aujourd'hui de considérer McLaren comme un top team, même si aujourd'hui, à la régulière, quoique, mais ils sont pas à la régulière, en tout cas, régulièrement capables d'aller chercher des victoires. Mais moi, aujourd'hui, je considère McLaren comme un top team. Parce que quelque part, l'institution peut-être fait les résultats de demain aussi, quelque part. Et on en a parlé avec cette Alors, restructuration est-ce de que McLaren. tu le considères avant même qu'il De ce performe mais c'est une institution. Dans la Renaissance, oui, je suis d'accord avec toi. Ça dépend Si tu des veux, idées. mais- Aston Martin, si demain tu me dis dans l'année prochaine tu as la certitude qu'Aston Martin va performer, aujourd'hui Aston Martin c'est pas un top team parce qu'il y a un passé qui est quasiment inexistant. Alors top team, pas top voiture.
Et puis tu sais, il y a quand même tu vois, regarde, je pensais, oui, exactement, top team et pas top Ou en voiture. vue Pas d'une top voiture, en top tout cas, voiture. oui, je partage ta vie. Tu sais, il y a quand même un truc qui ne trompe pas. Je regardais une stat, Bravo, monsieur Armani, pardon. Lando Norris, ils sont toujours copains comme cochons tous les deux. Lando Norris, il a fait seulement 2 top 5 par exemple en qualification depuis le début de la saison. Par contre, il n'a fait une seule arrivée hors du top 5. Donc ça montre bien qu'ils arrivent à maximiser Andreas quand même Seidel. les Andreas stratégies, Seidel. mettre tous les éléments bout à bout pour avoir le meilleur résultat possible. Tu le disais, si l'objectif c'est 25 points, ils arrivent à en prendre 26. Et mine de c'est rien, énorme. il est proche de la pole à un virage près. complètement. Ah, Imola, Il est en Imola. pole. Oui, oui. Non mais Non, mais Imola, nickel, là, là, Imola, à aussi, un bien virage près, il est en pole. Complètement. Mm. Complètement, à quelques millièmes. N'hésitez pas à nous donner bien sûr votre avis en commentaire de ce débat. Ça faisait 2 ans qu'on voulait le faire ce débat et aujourd'hui on se le permet. C'était un régal en tout cas. Bravo mes amis. Qui nous empêchait de le faire? Personne. Si, Enfin, bon. nous-mêmes, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on voulait vous proposer, bien évidemment, avant. En commentaire, bien évidemment, votre avis voilà, sur la question. Et on a hâte d'en discuter. On a parlé de McLaren, on termine tout de suite avec un petit quiz juste pour rigoler. Un quiz spécial McLaren. Et j'ai une pensée pour l'excellente Leslie Boitrel qui, je sais, aurait aimé être sur ce plateau pour ce quiz McLaren. Leslie qui est avec un certain Alain P aujourd'hui. Un certain champion du monde français. Qui ça? Voilà. Allez les amis, très rapidement. Alors attends, je vais me faire juste mes cases là. Le H, le B et le A. Voilà, HBA. Un célèbre joueur de foot que je sais que vous avez à l'esprit. Qui est, les amis, le premier vainqueur en Grand Prix chez McLaren? Bruce McLaren. Bah, Bruce McLaren. Il est ici. C'est Alex qui l'a C'était bien Bruce McLaren, du coup en premier, qui l'a dégainé, pardon. C'était bien Bruce McLaren. C'était du bien coup Bruce McLaren en Belgique 1968, qui est le premier champion du monde chez McLaren. J'ai pas le dit. Oui, monsieur Hamza Ramani. Bien joué. Hamza Ramani est très très bon. Vous savez, sur l'Amérique du Sud, il est 1974, bien sûr, pour le titre. Tout à fait. Alors attention, ça va aller très très vite. Entre 1981 et 2016, que signifiait le sigle MP4? Marlboro Project 4. Ouais. Ah oui, Il est là. Tu as déjà posé cette question il y a quelques Oui, oui. il y a 2 ans. Ouais. Je crois C'est pas même un moi confinement, qui lui ai non proposé la question. Oui, exactement, c'est vrai. T'es pas là, je crois. Non, C'était chez- Oui, parce que justement, Ouais. j'ai dit, j'ai une question à leur Et pour la poser. petite histoire, on buvait du Prosecco chez Piron. Le jour où on a discuté de tout ça. Des bons souvenirs. Le Prosecco. Quel pilote a offert le plus de victoires à McLaren en Grand Prix? Ça, c'était intéressant. Hakkinen. Lewis Hamilton. Prost. Oh, putain, il n'y en a aucun Ah, qui a Senna. Senna. Ah non, mais les gars. Ah, ouais, non, Désolé. Oui, c'était Senna. Senna, 35 victoires, Prost, 30, et Lewis Hamilton Ah. arrive juste derrière, je crois, avec pas loin de 25, entre 25 et 30. Non, il avait. 0 point, du coup, pour celle-ci. Quel tandem de champion du monde McLaren Niki souhaitait Lauda, associer en 99? Ah non. Kinen. Ah bah non, Villeneuve. Villeneuve. Non, Villeneuve avec Kinen. c'est moi qui voulais dire. En plus, c'est lui qui nous l'a dit dans la voiture. On a Oui. fini, quoi. Et on a posé la question à Ouais. Jacques Villeneuve, ce sera dans la deuxième partie à retrouver de cette interview. Pépite. Vrai ou faux, McLaren a signé un contrat avec la Formule E pour une option d'engagement Oui. pour 2022? Oui, bien sûr. Ça, Ça, les vrais je ou faux, t'attendais ouais, au tournant. Oui, et puis tu verras. Je l'attendais au tournant, je vais essayer, il me dit Ah, non. Formule Alors là, E. franchement, ça aurait pas été bon. McLaren Enfin, qui pour fait quel les est batteries Stoffel en Formule Van 1. Dorn Je pensais qu'on parlait F1 ici. Ah oui, moi aussi. À quand remonte la dernière victoire de McLaren en course et avec qui? 2012 Button, Brésil. Bravo. Hamza Ramani qui reprend Mais l'avantage 3-2. ça va Combien de titres de constructeurs ont 10. été glanés par McLaren? 11 8 8. 8. Je l'ai dit Ils dans en ont l'émission, moins. les amis. Ouais, ils en ont moins. Je Ah, l'ai c'est dit, pilote, je l'ai dit alors, dans l'émission, les pardon. amis. Ouais, ok. Vous n'écoutez pas cette émission. Et 12 vous êtes pilotes, dans si jamais c'est l'émission. la prochaine question. Non, c'est 10. Ça va, ça Pilote va. C'est 10 pilotes, Non, 10 titres pilotes. 10 titres pilotes et 8 constructeurs. Non, 12 titres pilotes et 10 pilotes. Bon, Je crois, non Hubert, on a fait le tour. On va vérifier. Très bonne. là. Très bonne ref. Allez. En 88, pardon, excusez-moi. En 1988, sur 16 courses, combien de courses 15, McLaren a 15, remporté 15, ouais, 15. Merci Hamza Non. Ramani. 15 et qui? Ah, tiens, C'est une Ferrari. ouais, Berger. Non, pas Berger. Ouais. Oui, Berger, oui. ouais. 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 Tu veux quoi, du coup Non, mais je voulais Non, savoir c'est qui était celui, parce que vous êtes des grands bonus. Ferraristas. Vous êtes des grands Ferraristas, et c'est vrai que c'est. Voilà, je voulais vous poser cette question. Je mets un petit point. Merci beaucoup. Juste pour ça. chier. Berger à Monza, après la mort de Enzo Ferrari, Oui. ça avait été l'un des symboles, la seule écurie qui avait empêché McLaren de l'emporter. Allez, petite énumération pour Oh. se quitter. Voilà. Sur de bons rails, avec bien sûr notre ami Hamza Ramani qui va partir en pole position. La deuxième place pour Alex Caldi, la troisième pour Brice Germain, mais les compteurs repartent à 0. Vice-champion. Saurez-vous retrouver, les amis, les 11 motoristes de McLaren en Formule 1? Ah oui. Mercedes. Oui. Allez, on va- Mercedes. Mercedes, c'est bon pour monsieur Hamza. Honda. Honda, c'est bon. À Renault. Renault, c'est bon. Normalement, Ah, si de t'as ouf, de celui-là, ouf. Moi, tu je l'ai. Attends, Moi, plies le game. j'en ai Normalement, une. si t'as celui-là, tu plies le game.
très important sur cette Je l'ai, génération je l'ai. de partir en pôle. Attends, Très attends, très attends. important. Et il a combien de temps? On peut lui mettre un petit temps parce que Ah ouais. J'hésite entre deux. Là, il va falloir que j'aille au boulot pour un coucher. moi je l'ai. Hein. Ah non, c'est bon. Non, non. Vas-y, passe. Ouais. Je t'aime beaucoup, Ouais, Hamza, je peux mais là, dire une il va bêtise, falloir ouais, je peux dire une réponse. bêtise, Ah, vas-y, non, vas-y. non, Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Tu tentes un C'est à moi, truc. c'est à moi, c'est à Non moi. Je l'ai pas, non. Tu l'as C'est pas à toi? Pas passé de. Peugeot. Peugeot, bravo. Il n'y a pas un Mais il y a McLaren. il y a plus simple que ça. Il y a pas un McLaren Toyota qui traîne? Oh, attends. Mais non. Non, non. Mais non, 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 non. J'avais un Je doute. peux te dire un autre? Porsche. Porsche, bravo, tac proche. Bon, Cosworth, non, juste. Cosworth, oui, ça aurait Ah marché. putain, Ah, j'aurais c'est bien vrai, fait ça Toyota. marche. Toyota, il n'y a pas eu. Il y a pas eu non. Toyota. Il y a eu un eu- début d'accord. Il y a eu BRM, cache pas. Alfa Ouais, il y a pas eu de Romeo, regret. Il y a eu un Ford, début d'accord. McLaren Ford, Mais oui, oui, McLaren. Vous l'avez vu les gars en Mais plus. oui, on l'a Oui, devant cartonné, nous, le les gars. McLaren Ford. Ah, Il y a eu Climax, il y a eu Ford Cosworth, Peugeot et voilà. On est Peugeot, au- bravo parce que voilà, McLaren, je Peugeot. voulais qu'il sorte et tu l'as fait. Oh, le HDI de la 406. Alex, le GTI de la 205. 4 cylindres, attention les yeux. Le GRD de non, on s'arrête là. Mais bravo Alex qui remporte le titre Le trophée aujourd'hui George et qui Russell. reprend le trophée. Voilà, regarde, le cadeau de cette semaine, c'est cette biographie de Giroud. Voilà, je te la laisse, Allez. elle est pour toi. Merci les amis Bisous. pour cette très très belle émission. Merci à quand même nos producteurs qui étaient en régie aujourd'hui. Équipe All-Star, monsieur Tom Dufant, monsieur Erwan Abotret, Tom Tiravino. Ils étaient tous les trois bien sûr pour nous permettre de vous proposer cette émission à retrouver sur Auto Plus Télé chaque lundi après chaque week-end de Grand Prix, sur First Team Sport chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix sur YouTube. Merci à toutes et à tous. Merci les gars. On se retrouve dans 2 semaines. Ça va être un peu long, ça sera Pour la le pierre 19 d'argent. juillet. Voilà. Pour complètement. courses sprint. Complètement. Et les courses sprint. On aura l'occasion d'en Allez, parler. Prenez soin de c'est vous. parti. Petite trêve pour la F1, ça va faire du bien. Ciao.